Bonjour à toutes et à tous, et bonne année, puisque c'est le premier épisode de Vue du banc de l'année que vous allez pouvoir écouter. Alors avant de vous parler de Première Ligue, puisque avec Christophe et Florent, nous allons consacrer cet épisode entièrement à la Première Ligue qui a beaucoup joué pendant les fêtes, je vais vous parler de Coparena, le nouveau média qu'on a lancé juste avant Noël. On a lancé le 21 décembre officiellement. C'est une appli où vous avez beaucoup de choses, vous avez des émissions audio, et je peux vous les citer, là je vais ouvrir ma petite appli. Récemment a été publié un contenu avec Paul Lannes, qui a parlé avec Julien Asunsao et Ismaël Afoud de l'idée du milieu parfait. Comment jouer, quel modèle. Bien, Paul Lannes en a parlé avec Ismaël et Julien pendant un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Alors il y a les sagas Euro qu'on avait réalisées sur le Patreon qui ont été importés. Il y a un épisode sur des sagas des années 90 avec l'épopée du FC Nantes en 96 jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a déjà eu 2 entretiens avec Damien Da Silva et Johan Barbet, défenseur au Queen's Park Rangers. Les épisodes de première fois dirigés par Christophe Kuchli qui, avec ses deux acolytes, Maxime Masson et Elias Bailiff, revient sur la génération 87 et leur début, leur premier match, pour savoir ce qu'ils sont devenus par rapport à leur première fois sur le terrain. Côté article aussi, on a pas mal de contenu. Il y a quelque chose sur le Tottenham de Pochettino que j'ai écrit, puisque Pochettino a été nommé coach du PSG. Donc qu'est-ce qu'on peut analyser de son Tottenham et imaginer pour son PSG? Il y a le data focus de Julien sur les centres et est-ce qu'il suffit de beaucoup centrer pour marquer, où il a été inspiré notamment par une déclaration de Mikel Arteta. Christophe Kuchli a parlé de Thomas Tuchel, il y a aussi son banquet tactique, il y a les analyses tactiques de Florent. Il y a beaucoup de choses sur Coparena, ça coûte 3,99€ par mois. Vous allez sur coparena.com pour vous inscrire. Et puis ensuite vous téléchargez l'appli, elle est sur l'App Store et sur l'Android Store et vous avez accès à énormément de contenu. C'est une version hyper développée et beaucoup plus ambitieuse de ce qu'on avait fait sur le Patreon et on espère à terme avoir de plus en plus d'abonnés et de plus en plus d'intervenants et de collaborateurs pour vous proposer un super traitement du foot. On va se retrouver maintenant dans quelques instants après notre jingle pour parler de Première Ligue avec évidemment Christophe Kuchli et Florent Tonuti. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Mes castors allumés, salut Christophe. Salut Raphaël. Après ce petit message pour Coparena, salut Florent aussi qui est là. Salut Raphaël et bonne année. Merci, bonne année à toutes et à tous ceux qui nous écoutent en ce début d'année 2021. Alors, il y a eu beaucoup de matchs pendant les fêtes, il y a plein de championnats qui ont joué finalement lors du dernier week-end, mais on va se concentrer messieurs sur la Première Ligue, puisque je n'arrive même plus à compter les journées qui se sont déroulées en championnat, je ne sais même plus quel est le dernier match qu'on a vu, je me rappelle plus des matchs de Liverpool, il y a eu trop de matchs, donc c'est très très compliqué, mais on va essayer, Christophe et Florent, sur une idée de Florent, de descendre le classement en s'arrêtant sur chaque équipe qui nous intéresse. Alors on ne va pas parler de Liverpool parce que j'ai l'impression que c'est une des équipes qu'on a le plus couvertes cette saison, et c'est un peu de ma faute, mais on va commencer par les co-leaders, Florent, co-leaders que tu as vus, qu'on a vus, qui sont Manchester United, qui sont bien revenus là lors des derniers matchs. Ça avait chauffé pour leur coach il y a quelques semaines, et là ça va mieux. Lors des 6 derniers matchs, ils ont 4 victoires et 2 nuls, ils sont à 33 points à égalité avec Liverpool. Et c'est une équipe qui doit beaucoup à la particularité de cette saison-là, cette saison de coronavirus où les saisons s'enchaînent, où les matchs s'enchaînent, puisqu'elle est deuxième, mais avec une moyenne de 2 points par match, ce qui est très très faible par rapport aux saisons précédentes, et qui explique aussi peut-être qu'une équipe aussi banale, peut-être, et avec autant de problèmes, puisse viser le titre. Ouais, c'est ça, comme tu le dis, c'est une équipe qui avait mal démarré. Ils avaient fait 7 points sur les 5 premières journées, il me semble. Au soir d'une défaite contre Arsenal où ils devaient être en milieu de tableau assez loin. Et c'est vrai que depuis ils ont été performants puisqu'ils ont pris les points qu'ils devaient prendre en fait face à des adversaires moins forts. Ils ont réussi à faire des matchs nuls face à Man City ou face à Leicester, le dernier qui était le jour du Boxing Day il me semble, où ils vont chercher un petit point alors qu'ils certes ils menaient au score, mais c'était un match assez sympathique à suivre. Et c'est vrai que c'est une équipe qui personnellement me rappelle beaucoup l'équipe de Genesio, le Lyon de Genesio, où tu vois pas forcément d'identité qui se dégage. C'est une équipe qui est capable de faire des coups néanmoins, comme ils avaient pu faire le coup en Ligue des Champions face au PSG, ou un match face à Leipzig où ils avaient fait très mal à Leipzig sur des transitions, mais une irrégularité qu'on a d'ailleurs retrouvée dans les matchs suivants en Ligue des Champions où ils ont été décevants face au PSG et face à Leipzig au retour. Et à côté de ça, une équipe qui tient surtout par ses individualités et c'est la qualité de son côté offensif, on va dire.
Mais c'est vrai qu'en termes d'identité collective et de certitude collective, notamment quand il s'agit de récupérer la balle, c'était quelque chose qui était déjà visible lors du Final 8 et qu'il est encore dans certains matchs. Voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de progrès à faire, qui à mon avis est sur son rythme de croisière habituel, mais qui, comme tu le disais, joue le titre parce que les locomotives qui sont normalement 10-15 points au-dessus après 38 journées, là, mais qui devraient être à 7-8 points au-dessus des Liverpool ou des Man City, sont pour l'instant au ralenti. J'ai l'impression, Christophe, que finalement Bruno Fernandes incarne très bien cette équipe, c'est-à-dire que lui est capable d'éclair et il va tenter énormément de dernières passes et il va avoir beaucoup de déchets. Et quelque part, cette espèce de discontinuité dans le jeu de Bruno Fernandes, on la retrouve dans le jeu de Manchester United, c'est-à-dire qu'une équipe qui va avoir des occasions parce qu'elle va prendre énormément de risques dans les transmissions, parce qu'elle va avoir des talents. Là, je regarde le quatuor offensif contre Aston Villa, c'était Pogba, Fernandes, Rashford, Martial. Qui, évidemment, tu vas te créer des occasions parce qu'il y a beaucoup de talents individuels, mais qu'il n'y a pas forcément une ligne directrice, qu'il n'y a pas forcément une harmonie collective. Mais peut-être que, ouais, comme le disait Florent, c'est la saison où tu n'as pas besoin de cette harmonie collective pour gagner. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, par avance, je m'excuse si jamais je zozote un petit peu, ma mâchoire n'est pas totalement remise. En fait, là où c'est intéressant sur ce que tu dis sur Bruno Fernandes, c'est qu'il y a quand même l'image un peu d'une équipe coupée en deux, contrairement au double pivot en 4-2-3-1 de Manchester City, où t'as quand même des variations sur les positions des latéraux, des choses comme ça, l'un des deux joueurs du double pivot qui aura tendance à plus se projeter ou autre. Alors je dis pas que Fred McTominay, Fred Matic, ça peut varier parfois, assez rarement, mais tu peux même retrouver du Pogba dans le double pivot, donc là ça change un petit peu la donne. Mais ça veut pas dire qu'on est sur deux purs destructeurs, mais il y a quand même, je trouve, une façon assez compartimentée de jouer. Alors même si les latéraux c'est toujours un rôle hybride, à part dans le Lyon de Silvinho, il y a aucun latéral qui va vraiment rester uniquement sur un rôle défensif, mais t'as quand même une base défensive, une base offensive, et j'ai l'impression que dans cette première ligue, finalement, il n'y a pas tellement de challenge sur la construction de cette relation entre 6 et 10. C'est-à-dire que Fred McTominay, encore une fois, Fred est un joueur très apte avec le ballon, on n'est pas sur un pur destructeur, mais malgré tout, quand tu joues Leipzig, tu vas être embêté sur cette capacité d'avoir tes 6 joueurs de derrière qui vont toucher les 4 de devant, avec beaucoup de pressing, beaucoup de densité au milieu de terrain. Bah finalement tu peux te retrouver un petit peu coincé dans ton camp, et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas en première ligue, à la fois parce qu'il y a cette notion de pressing, d'intensité qui finalement est pas mise par tellement d'équipes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes différents qui sont posés semaine après semaine, mais le côté on va te chercher sur le marquage individuel, mettre beaucoup de monde dans l'axe et vraiment te forcer à voir si tu es capable de relancer sous pression, bah, c'est pas tellement présent, à la fois philosophiquement et puis parce que les équipes n'ont pas nécessairement la capacité physique pour le faire. C'est-à-dire que même City ne l'avait pas beaucoup fait, et le match face à l'autre Manchester était assez moche et assez calme de ce point de vue-là. Et finalement, le fait comme ça de pas être trop testé, j'ai l'impression, sur ta première phase de construction dans ton propre camp, fait que si t'arrives à toucher assez facilement Bruno Fernandes, bah lui qui, je vais pas répéter ce que t'as dit, mais qui cherche quand même toujours le geste décisif, la dernière passe, ça te permet de lui donner, 5, 10, 15 munitions par match, et de pas trop payer son déchet, parce que déjà c'est des ballons qui vont être assez proches du but adverse, donc du coup même s'il se rate, la transition elle doit faire 70 mètres pour aller vers ton propre but et pas 40, c'est pas comme si c'était une paire de balles d'un numéro 6 devant sa défense. Et puis je trouve que la base défensive est quand même relativement solide, donc là-dessus finalement j'ai l'impression que c'est un peu la bonne saison pour avoir cette forme d'équipe entre guillemets coupée en deux, où en tout cas les joueurs offensifs seront vraiment sur un aspect créatif, pour Bruno Fernandes à la passe, et pour certains autres, Rashford qui va souvent prendre la balle, provoquer, t'auras des centres aussi, là donc comme tu le disais sur le dernier match face à Aston Villa, il y avait Pogba qui était un petit peu côté, donc ça a apporté quand même malgré tout une solution pour être un peu plus au sol, un peu plus combiné avec un milieu de terrain supplémentaire et pas juste quelqu'un qui va être dans la provocation. Mais malgré tout, ça reste une équipe qui est quand même beaucoup portée sur ses individualités et qui collectivement est fonctionnelle mais n'est pas incroyable. Bah, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas véritablement quels sont les principes de jeu de Manchester United, Flo, à part mettre dans les meilleures conditions possibles Bruno et Rashford surtout. J'ai toute l'impression que c'est les deux que
que Solskjaer privilégie, parce que Pogba est baladé entre plusieurs postes et dans ses performances irrégulières aussi, ne mérite pas forcément d'être au centre de ce projet. Et puis tu as une base Fred McTominay où en effet ça va être les deux mecs qui vont gratter des ballons, qui vont être capables de se projeter quand même, parce que McTominay avait mis un doublé fantasque contre Leeds notamment, avec des courses depuis l'arrière. Ce match contre Leeds, c'était un très bon exemple. Je parlais de la capacité d'United à s'adapter sur certaines situations. Sur ce match contre Leeds, ils avaient très bien su balader le marquage individuel de Leeds et utiliser justement les projections de McTominay pour finir des actions dans des espaces que les attaquants avaient su libérer juste avant. Ouais, mais tu vois, c'est des joueurs qui vont finalement remplir des tâches, ceux devant la défense, et puis les autres vont être très très libres, mais il n'y a pas forcément de cohésion tactique entre ce que font dans les trois lignes. C'est-à-dire que tu vas bosser pour telle ligne, et puis celle-là va montrer son talent. Par exemple Bruno, qui moi m'énerve autant qu'il me plaît dans ses passes, hein. Mais dans le style de jeu, dans une équipe où les résultats tournent mal parce que tu bascules sur pas grand chose. Les matchs de Manchester récemment, il suffit de regarder les résultats, c'est des 2-1, t'as dit c'est des 2-2 à Leicester où il manque presque de perdre le match sur une dernière occasion, d'ailleurs ce qui m'a tué un pari, 1-0 contre Wolverhampton. Le match face à Leeds est un peu différent parce que tu gagnes 6-2, mais sinon il n'y a pas beaucoup de grosses victoires cette saison pour Manchester, en championnat en tout cas. Même contre Sheffield, ils se font ennuyer, ils gagnent 3-2 à la... Ça se finit sur un 3-2. Bon, il passe à 3-1. L'égalisation, le 3-2, c'est en fin de partie. Mais toujours est-il qu'en termes de XG, face à Sheffield, on finit à 1,8 United, 1,2 Sheffield. Donc, c'est pas non plus un match qu'ils ont vraiment dominé. Je voyais pas où tu voulais aller forcément. Mais pour rester sur cette idée d'inconstance, c'est vrai que, et de recherche de deux dernières passes, c'est vrai que Bruno à ce côté un petit peu surprenant. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est à 11 buts et 7 passes D sur la saison, avec quelques pénaltys quand même. Hein. Je pense qu'il a 4 ou 5 pénaltys, il me semble. En même temps, quand tu as des Rashford ou des Martial ou des joueurs comme ça pour aller les chercher, c'est forcément normal d'en avoir pas mal. Toujours est-il que... quand tu prends ses non-penalty XG, il est à 3,77. Quand tu prends ses XG, il est à 8,34. Donc, il y a quand même un sacré apport des pénaltys. Par contre, en expected assist, il est à 6,33. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Mais c'est vrai que Bruno, tu vois, tu parlais de Bruno et ce côté un petit peu inconstant. C'est vrai que en termes de vu son profil, on pourrait avoir imaginé un milieu plus porté, enfin autant porté vers cette capacité à faire la dernière passe qu'à gérer le tempo. Et en fait, c'est ça que tu as l'impression que United n'a pas. C'est de joueurs capables de gérer le tempo sur le terrain, en tout cas parmi les titulaires, quand il y a Fred et McTominay. Et c'est là que se pose toujours cette énigme et cette question autour de Pogba. Est-ce qu'il va être ce joueur-là, au moins peut-être sur la deuxième partie de saison avant de partir de United, qui sait, mais capable de poser le jeu, d'être ce référent fiable au milieu de terrain pour permettre à United d'avoir de vraies longues séquences de possession et de domination, plutôt que d'être cette équipe en effet qui sort et qui pique, et qui est capable de faire très mal vu ses qualités, mais qui n'a pas forcément comme on le disait depuis le début, que l'on parle de continuité. Après, j'ai pas l'impression que Pogba ait déjà été longtemps ce type de joueur. Il a été un peu sauf en équipe de France, mais dans un projet de jeu où tu avais souvent moins le ballon que l'adversaire sur les gros matchs. Donc il n'y avait pas forcément cet objectif-là. Et à la Juve, c'était pas du tout lui qui décidait du tempo du match. Donc c'était plus un joueur qui allait toucher le ballon une fois qu'il y a un décalage, qui allait créer ce décalage et qui allait accélérer le jeu. Mais c'est toujours la difficulté de savoir quoi faire de Pogba. Et peut-être que son prochain club, s'il bouge rapidement, saura répondre à cette question. Passons à une équipe qui est un peu plus bas au classement, c'est Tottenham, et qui a battu Leeds récemment assez facilement, 3-0, en profitant des erreurs de Leeds. Tottenham qui avait été battu par Liverpool en décembre et qui du coup avait raté l'opportunité de passer seul en tête. Ça va un peu plus mieux depuis cette victoire contre Leeds, mais avant ça il y avait eu aussi défaite contre Leicester et match nul contre Wolverhampton. Christophe, on avait dit du bien de la connexion Kane-Son, et j'avais notamment écrit dessus en début de saison en alertant sur le fait qu'il y avait une réussite dingue de la part de ces deux joueurs, que Bale serait peut-être le troisième larron qui permettrait d'avoir un peu plus de sources de créativité, de but et d'apporter quelque chose. Bon, finalement il est blessé, il joue pas, et là j'ai l'impression que Tottenham a touché ses limites, alors aussi bien sur l'attaque placée que sur très simplement le fait que tu vas pas mettre toutes tes occasions pendant toute la saison.
Ouais, alors moi, ce qui m'embête le plus, c'est pas qu'une équipe ne mette pas toutes ses occasions, puisque par définition, c'est impossible à faire. C'est ce que j'ai notamment vu. Alors je prends ce match en exemple parce qu'il est assez symbolique, hein, mais il y en a eu d'autres face à Wolverhampton. Alors déjà, il faut dire que Tottenham a quand même une énorme capacité à marquer le premier but assez tôt dans le match. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est parmi les équipes européennes l'une de celles qui marque le plus dans le premier quart d'heure. Et ça facilite aussi ton plan de jeu assez réactif où tu vas baisser ta hauteur de bloc, laisser venir et jouer des transitions. À la limite, enfin, tu vois, je comprends la logique. Maintenant, le faire semaine après semaine, quand tu ne mènes finalement que 1-0, et notamment donc ce match à Wolverhampton où le premier but est de Ndombele sur un corner après 50 secondes, et en caricaturant à peine, après c'est 92 minutes d'autocar devant ta surface. Et ça m'embête. Déjà parce que je me dis que s'il y a Raúl Jiménez en face, Wolverhampton en met un 3 ou 4 de plus. Finalement, Wolverhampton égalisera à la dernière seconde sur un corner, un but de Romain Saïs, qui est quand même un joueur assez dominant dans les airs. Mais en fait, autant quand je voyais Tottenham en Ligue Europa, alors des matchs où t'as des équipes un peu mixtes, des compositions, t'as notamment Vinicius, qui est un joueur beaucoup plus physique, qui prend pas mal de place, sur qui tu peux balancer des centres. Il y a eu quelques cartons, certains qui étaient un peu bien payés, mais globalement, je trouvais que ça jouait pas mal, et que tu montrais effectivement, on est Tottenham, on est une équipe de haut niveau, d'un gros calibre, et on gagne les matchs avec force en tapant du poing sur la table. Or là, en championnat, j'ai l'impression que Tottenham joue comme un petit, et en fait, à faire des matchs où tu réduis le nombre d'occasions, puisque par définition, tu attaques peu, tu défends beaucoup, donc mécaniquement, c'est l'inverse des matchs de hand ou de basket, enfin de basket plutôt, disputés par Leeds où ça va d'un but à l'autre, notamment contre Manchester United où vraiment ça attaquait de partout et c'était un peu à qui serait le plus réaliste. Là, si ton match, au lieu d'avoir 12-13 occasions sur le match, t'en as 5, forcément la réussite et la forme et le talent de Kyle Nelson logiquement doivent te permettre de gagner assez souvent, mais au final l'adversaire peut aussi marquer sur un coup de pied arrêté. Et contre Wolverhampton, on m'a dit oui, mais en gros ils ont du déchet sur la première passe pour mener la contre-attaque. Oui, très bien, peut-être que du coup ils auraient mis un deuxième but, et effectivement contre Liverpool le plan se tenait, même si au final il y a eu un manque de réussite sur la finition. Sauf que c'est une question d'état d'esprit, ta hauteur de bloc. Si tu décides d'attendre et de jouer proche de ta surface, tu t'exposes à des coups de pied arrêtés, tu t'exposes à des fautes, tu t'exposes à des frappes lointaines des adversaires. Et au final, en réduisant un peu toutes les marges et en faisant que des matchs à petit score, tu t'exposes à ce que la victoire 1-0, voire 2-0 sur une transition en fin de match, ça soit des 1 partout, voire une défaite 1-0. Et c'est là-dessus que je m'interroge un peu sur le plan de Mourinho, parce que ce qu'il a montré sur certains matchs, comme je le disais en C3, face à des adversaires qui sont moins bons, mais qui sont pas d'un calibre nettement inférieur à Newcastle, Burnley, etc. Je me dis qu'il y a rien qui empêcherait Mourinho de jouer un peu plus au foot, plutôt que de tout miser sur une sortie de balle d'Ndombele sous pression et une passe verticale. Il faut préciser qu'ils ont gagné un seul, au XG, je parle, pour montrer la capacité de Tottenham à se créer des occasions. Ils ont gagné un seul de leurs 7 derniers matchs en termes d'XG. C'était d'ailleurs la défaite à Liverpool. C'est paradoxal, mais c'est là qu'ils s'étaient créé le plus d'occasions. Wolverhampton, ils ont moins d'occasions. Leicester, ils ont moins d'occasions. Crystal Palace, ils ont moins d'occasions. Même Arsenal, où ils gagnent 2-0, ils avaient eu moins d'occasions. Pareil contre City. Mais ce but à la première minute ou premier quart d'heure qui conditionne tout le reste du match et qui conditionne aussi leur XG à eux. Il y a un côté Monaco 2017 un peu, Flo. Ouais, par rapport à ce que disait Christophe sur... parce qu'après j'aurais pas grand chose d'autre à rajouter, mais par rapport à ce qu'il disait sur le timing et le nombre de buts marqués dans le premier quart d'heure, ils ont marqué 9 buts dans le premier quart d'heure depuis le début de la saison. Donc 9 buts en 16 matchs, je sais plus où ils en sont là avec les matchs. Ils en sont à 16 là. Donc c'est énorme, sachant que dans tous les autres quarts d'heure, ils ont mis 3, 4 ou 5 buts. Donc c'est des départs assez monstres et très importants pour expliquer leurs résultats, parce que quand tu prends la suite, ils sont plutôt solides en première mi-temps. Quand j'élargis, ils sont à 17 buts marqués en première mi-temps, 3 buts encaissés. Et ensuite en deuxième mi-temps, ça reste positif. Par contre, le dernier quart d'heure est très difficile pour eux, puisqu'ils ont pris 8 buts dans le dernier quart d'heure contre seulement 3 buts marqués. Et c'est là qu'on peut se dire qu'il y a peut-être ce fameux scénario de l'adversaire qui pousse pour revenir et qui finit par revenir ou à passer devant. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Liverpool. Alors que Tottenham a plus forcément peut-être le jus pour être dangereux en contre-attaque à ce moment-là du match. Et tu vois, ce que je me demande, c'est
quelle sera leur réponse le jour où ils prennent le premier but, et de façon plus régulière. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont proposer à ce moment-là. Et ça, c'est un peu ce qui me trouble dans le scénario qu'essaie d'écrire Mourinho. Il dit oui, Tottenham ça gagnait pas avant, Pochettino vous a pas fait gagner, il faut faire ci et ça pour aller gagner. Mais Tottenham avait fait avec Pochettino une saison notamment à 86 points, ce qui était énorme. Une saison, ils vont en finale Ligue des Champions, des saisons à 77, 75 points. Et là, à l'heure actuelle, avec ce Tottenham différent qui essaie d'être punitif et notamment en contre-attaque, ils sont à 29 points en 16 matchs. Alors c'est une saison coronavirus et peut-être que tu le pondères et que c'est, je sais pas, dans la vérité 34 ou 35 dans une vraie saison classique, mais c'est pas une moyenne énorme non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un saut en termes de résultats et de points par rapport à ce que proposait Pochettino, et je trouve qu'il y a moins de variété dans ce que le club était capable de faire. Pochettino n'était pas un coach hyper naïf qui prenait des 5-0, il était capable de presser, il était capable de taper en bloc médian, il avait battu le Real à domicile, et je trouve que le fait que comme il n'y ait pas eu de titre, on considère Tottenham comme une équipe de perdants, mais ça n'a pas de sens par rapport à ce qui a été produit pendant 5 ans, compte tenu de l'effectif que tu avais et de la concurrence, où tu avais d'énormes équipes en face. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon scénario à écrire, et d'ailleurs Pochettino est encore hyper apprécié par les supporters de Tottenham, et je pense qu'il est vu comme un gagnant là-bas, par rapport à ce que faisait le club avant. Donc, ce qu'il faut juste dire, parce qu'on l'a effleuré, mais c'est que Kane a un niveau absolument incroyable. À la limite, je trouve que Son a quand même une forme de spécialisation sur alors et de la réussite finition, aussi, le dernier geste de réussite, mais voilà, mais c'est vraiment le joueur très vertical qui va prendre l'espace dès qu'il s'ouvre et qui va savoir exactement faire le bon dernier geste, mais c'est-à-dire qu'il presse moins qu'avant parce que le jeu le demande moins, il va peu participer. Enfin voilà, il est vraiment sur un rôle assez spécifique, mais qui maîtrise à merveille, il n'y a pas de souci. Autant Kane, cette évolution de joueur plutôt profil Alan Shearer, buteur, etc., qui là devient un espèce de numéro 10 à la Wayne Rooney, mais d'un niveau, voilà, enfin encore là le match face à Leeds ce week-end, tu le sers dos au but, dos au jeu, il arrive toujours à se mettre de face, à s'ouvrir le temps et l'espace pour réussir à faire une bonne passe en profondeur, à faire des conservations. Alors je sais pas à quel point ça peut être un problème, c'est-à-dire que le mec soit tellement fort et tellement bon dans son association avec Son que du coup t'en fais ton plan de jeu et ça t'empêche entre guillemets de réfléchir à des alternatives parce que ça te paraît tellement évident que lui va te permettre de débloquer des situations, je sais pas. Mais autant j'ai eu certains entre guillemets doutes sur des saisons à but de Kane où je me disais bon, c'est bien, mais est-ce que ça pèse tant que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu comme Immobilier la Lazio, un buteur d'équipe de second rang, enfin voilà, qui joue la 3-4e place? Autant là, ce qu'il fait, c'est difficile de voir un attaquant beaucoup plus complet actuellement. C'est-à-dire qu'on arrive sur des sphères Benzema, etc. Même si encore une fois, Benzema, ce sera plus centré de surface. Kane actuellement évolue pas mal de temps à 30-35 mètres du but adverse. Ouais, non, mais il y a du Benzema, il y a du Firmino, il y a du Lewandowski dans la finition aussi. C'est un mélange qui n'a aucun sens. Et quand on voyait les matchs il y a 3-4 ans, ce qu'on a fait pour Copa Arena, parce que j'avais écrit un article il y a quelques jours sur le Pochettino et les Spurs de Pochettino, c'était pas du tout le même joueur il y a 3-4 ans. Et ça, c'est assez choquant de voir la transformation, notamment au niveau des épaules. Je suis pas très fan d'habitude, mais là, il s'en sert tellement bien de son corps, et ça passe des pour Son encore sur le match contre Leeds, et assez dingue. T'avais l'air de voir un truc à dire, Flo, mais finalement, je t'ai peut-être coupé l'envie. Ouais, non, c'était juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe quand Tottenham prend le premier but. Oui. Pour le coup, ils s'en sortent pas trop mal. C'est arrivé 5 fois cette saison qu'ils encaissent le premier but en première ligue. Et sur ce truc-là, ils ont un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Ouais, c'est correct. Avec 12 buts marqués, 8 buts encaissés. Alors, j'ai pas le détail de quel match c'était. Sur les premiers buts marqués, mais au final avec 1,2 points par match, ils ont le 3e meilleur total parmi les équipes qui encaissent le premier but en moyenne de points pris malgré ce premier but encaissé. Ils sont derrière Liverpool qui a pris 2 points par match après avoir encaissé le premier but, et Manchester United qui est en tête, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté équipe qui peut accélérer, qui peut réagir, qui peut piquer un peu n'importe quand. Et c'est vrai que vu qu'ils n'ont pas forcément de plan précis, encaisser le premier but, ça les sort pas forcément de leurs habitudes. Du coup, ils restent quand même dangereux. Et United a quand même un bilan. Ils ont pris 8 fois le premier but pour 6 victoires et 2 défaites. Ouais, c'est pas mal. Ça reste un bilan assez impressionnant quand tu as du Chelsea qui a pris qu'un point, du Man City qui a pris 0,67 points par match en prenant 3 fois le premier but. Bref, voilà, c'était pour compléter par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. Vaut mieux que Manchester United prenne le premier but pour réagir derrière, en fait.
Faut que les mecs au moins ça a le don de réveiller les matchs, quoi. Ça les réveille. Et juste sur Son, avant qu'on passe à l'équipe suivante, il est sur des bases de surperformance qui sont pas inédites dans sa carrière, puisqu'il a 5 XG un peu plus et 12 buts. Alors l'écart est énorme quand même, mais en 2016-2017 il avait 7-8 XG et il avait fini à 14 buts. Et en 2014-2015, lors de son avant-dernière saison, même sa dernière saison à Leverkusen, il avait 5 XG, il avait fini à 11 buts. Donc là il est sur les mêmes bases que 2014-2015, mais il lui reste la moitié de la saison. Donc il peut finir à 10-12 XG et peut-être 20 buts. Ce qui explique, je pense, en bonne partie aussi les retours de Tottenham après d'avoir été mené au score. C'est ce qui est arrivé à Liverpool, où il y a une contre-attaque, Son finit, et voilà. Et derrière, tu reviens au score, et pourquoi pas tu repasses devant, ou pourquoi pas tu repasses en bloc bas, comme ça s'était passé à Liverpool. Il permet d'ailleurs à Kane de pas mal surperformer sur les expected assists, parce qu'il est à 5, Kane il a 11 passes D, et je pense que c'est les passes vers Son que Son termine dans des positions improbables, ou en tout cas très très difficiles, pour d'autres joueurs. Mais finalement, quand tu surperformes... Vas-y Christophe. Non, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Tottenham qui marquent des buts à part ces deux-là, donc c'est vrai que la connexion est assez vite, assez rapidement établie. Ouais, le troisième est Ndombele qui a 2 buts. Qui fait une bonne saison d'ailleurs, Ndombele, mais ça se voit pas forcément dans les stats bruts. Ça se voit pas forcément dans les stats bruts, mais je pense que sur des stats de résistance à la pression, qu'un jour on arrivera peut-être à avoir, je pense que ça existe, mais pas pour nous. Ce sera hyper intéressant de voir ça. On poursuit la descente de ce classement et c'est assez rare, Flo, mais Man City et derrière Manchester United et derrière Tottenham, ça n'était pas arrivé depuis quelques temps. Ils vont mieux là, ils ont mis une tarte à Chelsea, une belle tarte d'ailleurs, sucrée, salée, il y avait un peu tout dedans. Et c'est une victoire qui annonce un retour à la normale pour City, qui avait eu beaucoup de mal en début de saison à se créer des occasions. On avait parlé de leur XG très très moyen par rapport aux saisons précédentes. Là, c'est beaucoup mieux. Alors, comment ça s'explique ? Je pense que ça s'explique en grande partie par... en tout cas, j'ai eu la chance de voir City face à Newcastle et donc face à Chelsea. Et ce qui nous énervait pas mal et ce qu'on trouvait décevant ces derniers temps, c'était le manque un petit peu d'imagination et de capacité à surprendre de cette équipe qui avait un double pivot qui restait très neutre avec Rodri et Gundogan. Ça bougeait assez peu. Et on était en possession du ballon, très loin de cette équipe capable de s'adapter à l'adversaire sans renier ses principes, mais d'avoir des petits plans précis pour chaque match et pour vraiment perturber les adversaires. Et face à Newcastle, on a revu un City avec en effet le même... je crois le même 11 sur le papier quasiment que le 11 qui nous plaisait pas trop avec Gundogan et Rodri en effet dans l'entrejeu. Par contre, une fois que l'équipe était en possession du ballon, ça bougeait. C'est-à-dire que là, sur ces 2 derniers matchs, parce qu'il y a eu un match qui n'a pas été joué à cause du Covid face à Everton, on a vu un Cancelo qui a retrouvé ce rôle de latéral intérieur, dans lequel d'ailleurs... on l'avait imaginé au moment où il avait signé à City, je crois qu'on en avait parlé en se disant ça va peut-être être intéressant de suivre son utilisation sous Guardiola. Puis finalement, on l'a vu, puis il a disparu, puis on l'a revu, etc. Et là, ça fait 2 matchs, alors c'est court, mais qu'il est réutilisé en tant que latéral à droite, latéral intérieur. Parce qu'il avait beaucoup joué à gauche à un moment aussi. Ouais, et donc contre Newcastle, le système de City s'est transformé en un 3-4-3 losange, en possession du ballon. Alors j'essaye de le faire de tête dans mon souvenir. Je crois que les 3 de derrière c'était Stones, Ake et Diaz. On avait Rodri, on avait Cancelo, Gundogan, on avait De Bruyne en 10 et je pense que c'était Sterling. Peut-être Ferran Torres, je ne sais plus. Ouais, il y avait Ferran et je ne sais plus qui était le dernier. Et Bernardo, je vous le donne, c'est et donc Bernardo Silva. Et il y avait Laurent Batles sur le banc. Et donc, et sur ce match-là, on a revu quand même le City très intéressant, qui d'ailleurs en termes de XG termine à 3,20. Et là, contre Chelsea, on a un petit peu revu ça, où le fait que Cancelo joue à nouveau à l'intérieur, on avait à nouveau une autre base de 3 qui était construite cette fois avec Diaz, Stones et Zinchenko. Et ensuite Rodri qui était toujours dans ce rôle de 6, que j'ai pas forcément très apprécié sur la première mi-temps. Il aurait pu donner pas mal de ballons de but. Il a perdu, je crois, 3-4 ballons dans ses 30 mètres qui auraient pu être beaucoup plus dangereux. Mais ça a bien tourné. Et donc il y avait Rodri et ensuite c'était Bernardo Silva, Cancelo et De Bruyne dans un rôle de faux neuf avec Foden et Sterling pour prendre la profondeur. Et en fait ils ont créé un surnombre
à l'intérieur, avec donc Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva qui joue à l'intérieur et Cancelo. Et en fait, ils ont vraiment baladé les milieux de Chelsea qui étaient vraiment tournés vers leurs adversaires directs, Mount, Kanté et Kovacic. Donc il y avait toujours un surnombre, et quand il a fallu que les défenseurs de Chelsea sortent pour compenser sur ce surnombre, quand Thiago Silva ou Zouma a dû sortir sur De Bruyne, et ben forcément ça ouvrait des espaces dans la profondeur, et c'est Foden et Sterling qui se chargeaient de les prendre. Donc enfin on retrouve des choses offensivement intéressantes du côté de Chelsea, du côté de Man City. Du côté de Chelsea, c'est pas ça du tout. et du coup, les résultats suivent, donc on en est assez content. Et City redevient une équipe qu'on surveillera semaine après semaine, peut-être. D'ailleurs, les 2 derniers matchs, là, Newcastle et Chelsea, parce que contre Everton, ça a été annulé pour crise de Covid, font partie de leurs 3 meilleures performances en termes d'occasions créées, en termes de XG. La meilleure était 3,26 contre Fulham, je crois. Mais est-ce que ça compte vraiment quand tu joues Fulham ? Là, c'est un peu mieux. Juste un truc à ajouter, il faut quand même aussi signaler que City fait quand même cette performance face à Chelsea en ayant pas mal d'absents, pas mal de soucis avec le Covid qui a mis des joueurs sur les flancs. Bon, des joueurs qui ont peut-être aussi fait un petit peu n'importe quoi. Mais je pense que le côté Cancelo et le fait de pouvoir retrouver ce latéral qui permet d'apporter de la variation et de sortir de ce double pivot qui était quand même assez ennuyeux, c'est une des clés pour City, parce que il a plusieurs fois utilisé des joueurs comme Mendy, des joueurs comme Walker qui peuvent être pertinents, certes en débordement et en finition sur les ailes, mais à partir du moment où tu joues aussi avec des ailiers très excentrés qui vont rentrer à l'intérieur, des joueurs comme Mahrez, des joueurs comme Sterling qui sont plutôt efficaces dans ce registre-là, il vaut mieux, à mon sens, avoir des latéraux qui apportent des choses à l'intérieur plutôt que d'avoir des mecs qui vont dédoubler alors que t'as pas forcément besoin de ce genre de profil-là, quoi. Ouais, et puis Cancelo a vraiment des pieds pour claquer des passes intérieures intéressantes, même dans la profondeur, dans les demi-espaces. Il a un côté Arnold là-dessus un peu. Il en met une très bonne à De Bruyne, par exemple, en première mi-temps. Là, je crois que c'est à 0-0. De Bruyne, le tir est trop croisé. Il me semble que c'est lui qui lui met dans l'espace. Ouais. Et d'ailleurs, la passe intérieure qui trouve Foden puis Gundogan, c'est Zinchenko de l'autre côté qui l'a fait. Donc c'est intéressant de voir que les 2 latéraux de City deviennent un peu les 2 créateurs d'accélération, comme ce qui se passe à Liverpool. C'est peut-être ce qui manquait ces derniers temps. Alors évidemment, s'il y avait Angelino, City serait déjà champion d'Angleterre, mais bon, on va garder, tant pis, on en parlera lors d'un épisode suivant, parce qu'on peut confirmer, Christophe, qui sera Ballon d'Or, hein. Ça bouge pas. Oui, une volée, une reprise de volée cadrée, difficile à sortir, voire but par match. Angelino, qui est joué, il y est last week-end. Non mais c'est incroyable, le mec est complètement injouable. Je pense Jordi Alba doit avoir chaud, parce qu'en équipe d'Espagne ça ne va pas tarder à mon avis de se faire piquer sa place si Angelino continue à ce rythme là. On continue à descendre le classement et on va parler d'Aston Villa. Christophe a rien à rajouter sur... Mais il a rien à rajouter, Christophe, c'est bon. Non, franchement, le tour d'horizon, déjà, parce que mes rajouts, ils font 4 minutes. Donc voilà. et le tour d'horizon était très complet. Si je dois juste ajouter un mot, que j'ai vraiment l'impression, ça sera vraiment une phrase, j'ai vraiment l'impression que Guardiola a changé son fusil d'épaule depuis 2-3 matchs et que ce qu'on voit n'est pas l'évolution tu vois, d'un truc genre, parce que parfois tu sais, t'as des plans de jeu, tu vois la finalité et en fait quand a posteriori tu dis ah oui, ce qu'on comprenait pas, en fait, il était en train de tester des choses tout le temps que ça se mette en place et maintenant ça devient efficace. Clairement, l'utilisation de Cancelo qui change beaucoup de choses, elle est relativement neuve et quand on critiquait le double pivot de City, c'était vraiment une façon de jouer différente. C'était pas Cancelo qui devait se familiariser à un nouveau rôle. Donc voilà, Guardiola a fait évoluer des choses, on verra si ça tient, mais pour l'instant, c'est effectivement une source de qualité offensive qui permet de gagner les matchs. Mais les médias anglais disaient qu'il avait changé quelque chose depuis qu'il avait lu un papier sur Eurosport écrit par Christophe Kuchli, notamment sur le trop d'équilibre qui enlevait le déséquilibre de City. Ah bah ça c'est un moment marquant de l'année. Hein, Juan Malilo tremble pour son poste d'ailleurs. Passons donc à Aston Villa.
Florent. Alors pas forcément pour parler d'Aston Villa collectivement, mais pour parler de Jack Grealish, qui est sur des bases folles en ce début de saison, qui fait partie des meilleurs créateurs du championnat anglais. Et c'est assez rare qu'un Anglais milieu de terrain, puisque c'est un milieu de terrain à la différence de... On peut le considérer comme un meneur, comme un milieu de terrain à la différence de Sterling ou de Kane qui joue vraiment dans les 30 derniers mètres, même si Kane maintenant est un joueur total. C'est rare qu'un Anglais soit aussi bien placé, et tu as des chiffres à nous proposer. Alors, avant de parler des chiffres, je vais relancer Christophe, qui n'en a pas parlé depuis 5 minutes, donc il est en train de faire une crise, sur le style de joueur qu'est Grealish, où on parlait de Bruno un peu plus tôt dans l'émission. Et alors, il y a la même qualité de dernière passe, et j'ai l'impression que Grealish est même meilleur dribbleur. C'est-à-dire qu'il va réussir à se créer de l'espace, se créer des angles, à éliminer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la palette est un peu plus variée, même s'il n'y a peut-être pas cette même obsession de la dernière passe. Moi, ce que j'aime bien chez Grealish peut parfois m'énerver quand ça fonctionne pas, mais c'est le fait qu'il arrive à Ça coupe de cheveux ? Ah non. Enfin, c'est vrai que vu la sienne et vu la mienne, effectivement, il y aura peut-être quelques questions à se poser. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il touche beaucoup le ballon, mais que c'est rarement trop. Alors, j'ai en tête quelques souvenirs du dernier match. Je ne sais même plus contre qui c'était. Je vais regarder ça. Contre Manchester. C'était justement contre Manchester, où il y a une ou deux transitions où il conserve un petit peu trop, il lance pas. Alors, il a pas des partenaires d'un niveau incroyable, mais il lance pas et finalement, il finit par la perdre. Mais globalement, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il obtient un nombre de fautes colossal. Je me demande s'il est toujours pas en tête du classement européen des fautes concédées avec Angelo Fulgini. Mais c'est-à-dire que tu le sers et ça va pas être Bruno qui en gros va voir l'espace, va tenter sa passe. Lui, il va un peu naviguer, il va partir à droite, à gauche, avec des touches de balle où il la pousse pas très loin. Donc du coup, en plus, c'est très difficile de lui prendre. Et voilà, quand la balle te colle au pied, t'auras plus tendance à choper les pieds qu'à choper la balle. Mais en gros, il va dribbler, il va provoquer, mais il va savoir un petit peu arrêter le tempo. C'est vraiment, je trouve, un gestionnaire, un gestionnaire de tempo, un créateur qui va savoir dribbler, qui va savoir attendre, qui va souvent faire la bonne passe, mais parfois en ayant fait une dizaine de mètres de façon latérale jusqu'à trouver le bon moment pour faire cette passe, parce que justement il sait qu'il est capable de la conserver et il peut se donner du temps. D'ailleurs, il y a une stat qui confirme un peu tout ça, c'est que c'est le joueur de première ligue qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Ce qui est à la fois étonnant parce que tu te dis il est pas attaquant, mais de l'autre, l'attaquant tu le sers, il fait sa frappe ou il fait son contrôle, ça passe, mais voilà. Alors que Grealish va être capable de la tripoter, de naviguer à droite à gauche. Joueur vraiment très très plaisant à regarder et surtout, alors je sais pas à quel point c'est soluble dans un très très grand club, parce que t'as un peu les deux facettes de la pièce, c'est-à-dire est-ce que c'est plus difficile de vraiment s'imposer dans un grand club ou alors de devenir l'étoile absolue d'un club d'un rang légèrement inférieur. Il y a un peu les deux cas, mais Aston Villa, c'est une équipe relativement moyenne. Tu vois, El Ghazi progresse, mais El Ghazi, Watkins, alors bon voire très bon joueur, mais c'est pas non plus encore du top 5 Première Ligue. Bertrand Traoré sur l'autre aile, il a pas énormément de soutien et c'est lui qui fait quasiment toutes les différences, et semaine après semaine il y arrive, alors qu'il y a beaucoup de joueurs dans ces profils-là un peu de meneurs qui pourraient avoir des coups de mou. Or là, un coup de mou de Grealish, je vais pas dire qu'il reste plus rien, mais ça serait beaucoup plus difficile de créer des choses dans le dernier tiers. Et c'est le rare cas du mec qui a 25 ans et toujours dans une équipe de bas de tableau, alors qu'il a clairement le talent d'un mec top 4. Il était notamment resté à Aston Villa quand le club était descendu d'ailleurs, il me semble, alors qu'il avait des offres. Même si là, bas de tableau, il y a un côté subjectif, parce que ça joue la Ligue des Champions avec le match en retard quasiment. Mais oui, sur le papier, l'an dernier, ils ont failli descendre, tu vois. Donc, Oui. Et puis, je dis ça se trouve, dans 4 semaines, ils seront 14e, parce que c'est hyper concentré. Et donc, quiz stat, puisque tu as parlé des fautes subies, Christophe, il a joué 15 matchs, Grealish, à ton avis, Florent, il a subi combien de fautes en 15 matchs ? Allez, je dirais une moyenne de 3-4 fautes par match, on va aller un peu plus haut, 52, 53. Il a subi 73 fautes en 15 matchs. Ah oui. Donc il est quasiment à 5 fautes subies par match. Okay. Le deuxième, c'est Belotti avec 63 en 14 matchs. Et le troisième, c'est en effet Angelo Fulgini avec 62 en 16 matchs. Fekir est bien placé des deux côtés de la pièce parce qu'il a subi 52 fautes, mais qu'il en a commises 40 en 15 matchs. Donc je pense que le total des deux
est pas mal là, de ce côté-là pour Nabil Fekir. Donc voilà à peu près pour Grealish. Et tu avais des chiffres, Florent, je sais pas si tu as l'historique des saisons précédentes, on a essayé de chercher un peu, c'est pas facile, mais au moins de cette saison pour situer la performance du chevelu. Ouais, c'est assez difficile. En fait, la recherche surtout, c'était d'essayer de trouver un autre joueur anglais qui aurait pu avoir les mêmes chiffres en termes de créativité. Alors ça part d'assez loin et je vais parler de ce que j'ai préparé à côté du podcast. J'ai regardé un match entre l'Angleterre et la Grèce en 2001 pour un prochain épisode de Soyez sympa rejouer. Et en fait, en parallèle, j'avais le Boxing Day, enfin j'avais les matchs des fêtes et je me demande s'il n'y avait pas Grealish en télé. Bref, tout ça pour dire que sur ce match-là, c'est absolument catastrophique. Côté anglais, ils sont sauvés par un coup franc de David Beckham. Et un David Beckham qui prend les choses en main, mais qui apporte pas non plus énormément dans le jeu. Il prend les choses en main sur le plan du volume. Mais en gros, en revoyant ce match, tu te rends compte de l'évolution du football anglais au niveau de sa formation. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'as Gerrard qui est déjà là, t'as Scholes, t'as Beckham qui joue certes sur un côté, mais qui... Les trois ont un petit peu ce profil, les gros volumes de jeu, capacité à faire des transversales, parce qu'en fait au milieu de terrain on cherche pas du tout à jouer entre les lignes, on saute la ligne, on met des transversales, des ouvertures vers les attaquants. Et du coup les joueurs intermédiaires, les joueurs de trois quarts, les joueurs qui vont s'installer, qui vont jouer entre les lignes, on n'en développe pas forcément, parce qu'en Angleterre on n'en a pas besoin, on joue pas comme ça. Et du coup un mec comme Grealish, aujourd'hui, qui certes joue quand même ailier gauche et touche pas mal la balle côté. Et en ça, tu vois, je remontais les chiffres et je regardais en termes de créativité, expected assists sur les dernières années. Alors, il fait mieux que lui, mais je pense qu'en termes de style, par rapport à ce que disait Christophe, c'est la capacité à résister à la pression, à garder la balle et à attendre le moment où la porte va s'ouvrir pour mettre une petite passe en profondeur. Je pense que Grealish est meilleur que lui, mais ça me rappelle, et j'en parle parce que je viens de voir le nom, Dusan Tadic un petit peu. Ouais, dans le côté faux pied en plus. Le côté faux pied en plus. Moi, il me fait penser dans le style et le côté un peu tête haute et la protection de balle à Figo. Dans ce qu'on avait vu sur l'Euro 2000 notamment. S'il est moins large d'épaule, ouais. Mais le côté je résiste à la pression, j'ai toujours un petit geste enroulé pour aller chercher le joueur entre deux adversaires. Je sais pas, il y a un Figo, côté... Le Figo de fin de carrière, du coup, qui se reposait plus sur ça quand il était plus explosif après, dans les années... Ouais. Oui, parce que Figo jeune, il pouvait prendre la balle et c'était un TGV. Hein. Le mec courait tout droit. Ouais, Figo. Mais oui, enfin, voilà pour l'idée. Et c'est vrai que ce Grealish, c'est peut-être le deuxième exemple de l'évolution de la formation anglaise qui sort beaucoup plus de profils de ce genre, parce que jusque-là, les Anglais allaient plutôt chercher ce genre de profil à l'étranger. C'est pour ça que des David Silva ou des Mata, par exemple, sont passés de l'Espagne à la Première Ligue avec plus ou moins de succès, mais quand même pas mal de succès pour les deux. Et du coup, t'as Grealish qui arrive à maturité aujourd'hui. T'as Madison de Leicester aussi. Et il y a quelques profils Foden comme aussi, ça qui commencent à émerger. Foden, évidemment, c'est vrai. Tu parlais de Curtis Jones à Liverpool un peu aussi, qui sort depuis quelques semaines. Ouais, et c'est tous ces profils-là qui sont beaucoup plus pertinents désormais parce qu'ils sont capables de beaucoup plus pertinents pour le foot moderne. Et ce sont peut-être ces joueurs-là qui vont transformer la sélection anglaise qui quand même reste un petit peu décevante par rapport à son potentiel. Maintenant, tu vois, tout à l'heure tu parlais de Kane. On va pas parler d'Everton, mais ils ont Calvert-Lewin qui fait une grosse saison à la finition. Ils ont Grealish, ils ont Foden. Ils commencent à avoir quand même beaucoup de joueurs intéressants. Maintenant, il va falloir réussir à trouver une complémentarité entre ces mecs-là pour l'Euro. Et ça, disons que c'est une des premières fois où l'équipe anglaise me paraît être intéressante sur pas mal de lignes et peut-être assez pour faire quelque chose. Mais pour ça, il faut aussi le coach qui soit capable de suivre. Et ça, c'est encore une question qui se pose. Alors, je vais donner des chiffres parce que tu me les avais envoyés et je vais les utiliser. Ce sont les non-penalty, donc tout ce qui est dans le jeu en dehors des penalty, XG plus XA par 90. Donc en gros, la capacité à créer des occasions pour les autres et pour soi-même sur 90 minutes. Et plus t'es proche de 1, plus mieux c'est. En général, c'est rare de dépasser 1. Bon, y a des fous qui le font. Messi et Ronaldo l'ont sans doute fait certaines saisons. Neymar et Mbappé aussi, je pense. Giroud pour cette saison. Même si l'échantillon est un peu plus faible, il y a moins de minutes. Oui, mais il y en a quelques-uns qui y arrivent. Première ligue avec 700 minutes
joués minimum. C'était ta barrière. De Bruyne 0,86, premier. Deuxième, Grealish avec 0,76. Ensuite, il y a Kane 0,75. Calvert-Lewin 0,71, mais je pense qu'il y a au moins 0,60 de but de IG. Mahrez 0,70. Après, à City, t'es toujours... Enfin bon, on en reparlera, mais City a tellement d'occasions que... Moins cette saison, mais a tellement de capacité à créer des occasions collectivement que tu as plus de chiffres. Bruno Fernandes, donc 0,69, et je pense que ça doit être assez équilibré entre les deux. Abraham 0,69, Bamford 0,67, Lacazette 0,66, Watkins 0,64, Martial 0,64 et Werner 0,64, qui est un peu en crise de performance. Et ça va nous permettre de faire une transition magnifique vers Chelsea. Magnifique. Merci pour ces chiffres, Florent. Et j'ai un peu truqué parce que Werner est devant Martial, ça doit être pour des centièmes. Mais là j'ai mis Werner juste derrière, ils sont à égalité à 0,64 ou des millièmes même plutôt. Mais Chelsea qui a donc été battu 3-0 par Manchester City, qui avait été le sujet d'un article assassin de Christophe Kuchli, qui lui a valu d'ailleurs les foudres de certains supporters de Chelsea, qui lui demandaient s'il fallait lampardier ça pour entraîner les Blues. Bon, on n'aime pas trop quand les équipes jouent mal parce que c'est plus dur à regarder, Christophe, mais parfois c'est sympathique de voir que ce qu'on a cru comprendre au début d'une saison se révèle vrai par la suite. Et là, en l'occurrence, quand tu vois le match de Chelsea contre City, il y a des séquences aussi bien offensivement, on ne comprend pas ce que doivent faire les trois de devant ensemble, ou défensivement, notamment avec ce coup franc frappé par Ziyech où Kanté est seul en couverture et il rate sa passe et derrière ça fait but. Oui, alors déjà, bon, c'est vrai que l'article n'était pas assassin parce que la commande c'était dire du bien de Ziyech. Mais c'était... Non, mais je voulais t'accuser comme ça. Non, mais t'as raison, parce que c'est... Alors, je sais pas s'il existe un terme français, mais back-ended compliment. C'est-à-dire qu'en complimentant Ziyech, ça me permettait de dire que, en fait, son intérêt résidait dans le fait que, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'animation collective à Chelsea, le fait qu'un joueur puisse prendre les choses en main et puisse combiner avec ses partenaires, ça changeait beaucoup de choses. Donc, il y avait quand même... Et c'est vrai que j'avais dit que Lampard sous-coachait, dans le sens où il donnait... On rappellera ça, Christophe, le compliment empoisonné, si tu veux. D'accord, je n'ai jamais entendu ce terme, mais c'est vrai que ça sonne bien. Et donc c'est vrai que... alors c'est pas forcément une critique, en fait pour moi c'est un constat, le fait de sous-coacher, voilà, tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain et tu leur donnes une certaine créativité. Et voilà, Zidane a tendance aussi à sous-coacher et tu vois que son Real dans la meilleure configuration est hyper difficile à jouer. Donc voilà, parfois il vaut mieux ne pas donner trop de lignes directrices si tes joueurs s'entendent bien et s'ils sont meilleurs que les adversaires. Le problème c'est que là, Chelsea n'a pas du tout de ligne directrice face à des adversaires qui sont capables de faire sauter son milieu de terrain. Quand il y a Ziyech qui n'est pas là, et ce qui était pas mal le cas ces dernières semaines, et il revenait tout juste, l'animation offensive, t'as du mal à voir quels sont les grands principes. Tu vois, limite, si tu fais que centrer, voilà, tu mettrais tout sur Reece James qui balance des centres dans la boîte. Pour Abraham ou Giroud, bon, ça serait un peu sommaire, mais à la limite, pourquoi pas. Alors, c'est un peu une vanne, mais il y a quand même une grosse part de vrai. Notre ami Lampard a tendance à remettre, même si là il a changé en mettant Werner en pointe, mais à raligner l'attaquant tant qu'il marque, et dès qu'il arrête de marquer, il en change, il en met un autre. C'est pour ça que Giroud se met à avoir du temps de jeu, puis ensuite ça redevient Abraham, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que il y a un côté assez rigolo. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Lampard, mais qui était déjà visible l'an dernier, c'est juste qu'il n'y a pas de progression et qu'au final, t'es vachement dépendant des variances de forme de tes individualités, de leur complémentarité, etc. Et là, le fait qu'il y ait eu beaucoup de changements à l'intersaison, forcément, il y a des relations nouvelles à créer entre les joueurs. Et tout n'est pas instinctif. Mais moi, ce qui m'embête le plus, alors c'est sans doute le côté un peu suiveur de Bundesliga qui parle. Bundesliga qui est pour moi le championnat le plus intéressant tactiquement aujourd'hui devant l'Italie et assez nettement devant l'Angleterre elle-même nettement devant l'Espagne. C'est qu'au final t'es en train de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est 3-4 mois de volume, mais de tuer Werner et de tuer Havertz qui sont des joueurs incroyables. Werner, pas un grand finisseur, mais un joueur qui est capable de quand même participer au jeu et de se créer beaucoup d'occasions et surtout de faire peser une menace qui normalement doit permettre au reste de bien jouer, de par ses déplacements, sa vitesse de course, sa capacité à occuper plusieurs demi-espaces en sachant globalement ce qu'il doit faire. C'est-à-dire il y a un côté quand même assez brut et je pense que ça sera jamais un top finisseur, mais à Leipzig, alors parfois c'est excessif, mais il faut à la fois se retrouver à latéral droit et ailier gauche. Et il était dans un jeu très codifié qu'il maîtrisait parfaitement. Et là, il comprend rien à ce qu'il doit faire. Et pour Havertz, qui jouait des matchs 8, des matchs 10, des matchs sur l'aile, des matchs au numéro 9, là, il joue quasiment pas. Et quand il joue, c'est pas génial. Et bref, là, on en est à dire que oui,
Bon, en gros, Lampard est trahi par ses individualités parce que Werner rate tout face au but, qu'Havertz n'apporte pas grand-chose. Ces deux joueurs étaient dans des plans de jeu ultra précis, ultra pointus, à la fois dans le pressing et dans l'animation. Et aujourd'hui, visiblement, ce ne sont pas ces profils-là qui vont être capables de briller, de dépasser le système si tu leur donnes pas un cadre assez précis. Et ça m'embête beaucoup. Ça m'embête plus, par exemple, que le fait que Kanté prenne l'eau ce week-end, parce que je pense que parfois c'est un peu dans la logique aussi qu'un Kanté soit pas forcément le numéro 6 ou numéro 8 selon comment tu l'utilises, mais le milieu de terrain absolu. Je pense que ces limites font que voilà, dans le foot moderne, ça peut passer au révélateur et être embêtant. Mais un Havertz, un Werner et certains autres joueurs de cet effectif, même Kovacic ou autres, doivent pour moi faire mieux et doivent avoir besoin d'un entraîneur qui les drive un peu plus que ce qui se passe actuellement. Ouais, Kanté a toujours performé dans des équipes très structurées en plus. Le Leicester de Oui, Ranieri, c'est c'était quand même hyper rodé. Le 3-4-3 de Conte, pareil, il était dans un milieu à deux, il pouvait agresser, c'était hyper rodé. Pareil, l'équipe de France où c'était assez structuré. Il y avait toujours un cadre assez fort. Même l'équipe de Sarri, où il n'était pas dans son rôle, Ouais. il n'était pas dans le même rôle, mais c'est resté un truc très cadré au milieu de terrain, où il avait des choses très précises à faire aussi. Donc, à partir du moment où tu donnes l'espace où il pourra agresser l'adversaire sans être complètement découvert dans son dos, je pense que c'est mieux. Et là, peut-être, tu vois, pour reparler de ce coup franc, pour moi, c'est grave qu'il y ait... Alors, que le coach ne modifie pas ça, pourquoi pas, même si maintenant qu'il n'y a plus de public dans les stades, tu peux interpeller tes joueurs et dire « Oh les gars, vous êtes en 1 contre 1 derrière, c'est pas normal ». Mais qu'il y ait pas... Enfin, quand les centraux montent, ils donnent pas d'indication à un joueur de redescendre à côté de Kanté pour pas le laisser en 1 contre 1 contre Sterling, ça me paraît aberrant, quoi. Je comprends pas, en fait, à la fois le côté sous-coaché, je le comprends, mais qu'il n'y ait pas un des mecs, Thiago Silva, je sais pas, quand même Kanté qui rappelle quelqu'un pour dire « C'est pas normal que je sois en 1 contre 1 ». Ça me paraît étrange. Je suis toujours un peu étonné par ces séquences-là, alors que c'est des trucs que t'entends sur les terrains de U10 à U15, genre, non, pas de égalité numérique sur un coup de pied arrêté derrière. Et c'était le cas extrême, Christophe, de ce que tu kiffes sur les corners, les contres de corner. Là, c'était un contre de coup franc qui était assez dramatique. Mais au-delà de ça, je voulais insister, Flo, avec toi sur la complémentarité des attaquants, puisque c'est le secteur où Chelsea a le plus recruté depuis qu'ils ont été autorisés à nouveau recruter. Alors il y avait Pulisic qui était arrivé, qui avait été signé juste avant l'interdiction. Depuis, ils ont signé Ziyech, Havertz, Werner. Est-ce que j'en oublie ? Il y a le retour de près d'Abraham qui n'est pas une signature, mais qui est un joueur qui n'était pas à ce niveau-là quand tu l'avais au début. Il y a Hudson-Odoi Mount qui est arrivé, qui est revenu de Derby. Hudson-Odoi qui s'était fait, je crois, les croisés, en tout cas une grave blessure et qui revient depuis quelques mois. Il y a Giroud qui est annoncé partout tous les 2 mois et qui finalement reste à chaque fois parce que c'est le mec qui met le plus de buts, ou en tout cas le meilleur ratio par minute. J'ai pas compris, moi, sur ce match-là, le trio Pulisic, Werner, Ziyech, pour plusieurs raisons. Un, parce que Pulisic est un genre de mini-Hazard. Pour l'instant, qui deviendra plus fort sur long terme. Je le trouve hyper fort sur les premiers mètres, ça me fait penser au hasard du début de carrière. Après, dans la passe, l'orientation, il est moins fort. Il y a Werner qui n'est pas vraiment un attaquant sur lequel tu peux t'appuyer et qui a rarement joué seul, comme ça, neuf devant. Et t'as Ziyech qui est un joueur qui va recevoir dans les pieds et trouver des joueurs lancés dans le dos, dans des petits espaces notamment. C'est ce qu'il faisait à l'Ajax. Donc je comprends pas bien cette complémentarité. Et est-ce que tu as une piste en piochant dans l'effectif des Blues pour essayer d'associer des joueurs avec qui ça va coller? Je pense que ça revient à ce que disait Christophe, mais quand t'as ces trois-là, Pulisic, Werner et Ziyech, alors côté droit, Ziyech peut quasiment se débrouiller tout seul, il n'y a pas forcément de difficulté, mais c'est vrai que Pulisic a besoin d'un gars sur lequel s'appuyer, ça peut pas être Werner, alors ça doit être le 10, mais Mount n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais si tu insères Kai Havertz dans la même équation, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en fait, en théorie. Alors évidemment, si tu l'insères sur un match et qu'il fait un match où ça se passe pas bien et du coup il sort de l'équipe au match suivant, forcément tu vas pas pouvoir installer grand-chose. Et c'est un petit peu... le genre de malédiction qui peut poursuivre un coach quand il a beaucoup de solutions. Tu peux aussi être amené à dire ok, lui s'est viandé sur ce match-là, je change de suite et puis voilà. Si t'as pas d'idée, le mec qui a pas été performant, j'en ai un sur le banc, je le mets à la place. Et c'est un petit peu ce qui a l'air de se passer en plus à Chelsea avec Giroud, avec Abraham, avec
avec Pulisic, Hudson-Odoi, il me manque qui là Havertz. Havertz, et oui évidemment Havertz. Et c'est un petit peu ce qui se passe à partir du moment où t'as pas forcément d'idée. Tu fais bon, bah lui il a été bon, bah je le remets. Lui il a pas été bon, je le sors. Et puis t'avances comme ça. Mais c'est vrai que tu développes pas grand chose et c'est difficile de développer des relations entre les joueurs quand d'un match à l'autre ça change soit de poste, soit de partenaire à côté avec lequel s'associer. Et c'est vrai que ça se ressent sans doute dans le jeu de Chelsea, dans l'animation offensive, le fait de ne pas voir de circuit se dégager match après match et au fil du temps, même s'il y a tu sens une certaine attirance pour les demi-espaces, mais pour en faire quoi, ça reste quand même assez vague aujourd'hui. Christophe, on finira sur ta proposition. Quand je vois les difficultés de Chelsea, je me dis bon, autant simplifier le truc, et je pars sur l'idée d'avoir Pulisic côté gauche parce que le gars est injouable quand il est dans cette position. Je suis toujours autant fan de ce joueur. À droite, je me dis Ziyech qui va proposer autre chose et notamment décrocher pour pourquoi pas créer des supériorités numériques au milieu. Et devant, vu que Werner ne peut pas jouer tout seul et que c'est un de tes plus gros investissements récemment et quand même le joueur de l'avenir avec Havertz, autant les associer parce que Havertz peut jouer faux neuf, Havertz peut jouer vrai neuf, il peut décrocher, tu peux devenir un 4-2-3-1, mais d'avoir ces quatre-là, tu peux après insérer Hudson-Odoi sur un des deux côtés, tu peux mettre Mount dans à peu près n'importe quel rôle, mais je pense pas qu'il soit assez bon et assez talentueux pour mériter une place du titulaire. Je pense pas que ce soit la clé d'une équipe comme des joueurs fonctionnels peuvent l'être, comme Pedro par exemple au Barça. Je pense pas que dans ses déplacements il soit aussi important. Et après au milieu t'associes Kanté avec un autre milieu, et c'est là que par contre que j'ai un trou, c'est que je ne sais pas quel duo de milieu peut tenir cette équipe. Sauf si tu te dis, on met Pulisic, Werner, Havertz, Ziyech, c'est quand même 4 mecs qui sortent de clubs où on a eu l'habitude de presser, et notamment de presser à la perte, et misons là-dessus. Mais je sais pas si c'est la meilleure piste, mais je me dis, vu qu'on a du mal à savoir ce qu'on veut faire, autant simplifier, tu fais un 4-4-2, tu mets les mecs dans des positions préférentielles, et surtout les deux de devant. Et d'ailleurs, devant, Werner peut jouer avec Havertz, mais tu peux aussi mettre Giroud dans un des deux rôles, ou Abraham dans un des deux rôles. Oui, de toute façon, c'est la clé de tous ces systèmes où en fait ton 4-4-2 c'est limite un 4-2-4. C'est-à-dire que c'est ta paire de deux et le seul moyen de ne pas l'exposer, c'est beaucoup presser. Ziyech court énormément, Pulisic est capable de courir, Havertz et Werner courent beaucoup, donc du coup, dans l'absolu, tu peux le faire. Après, t'es le premier à le dire, c'est assez facile de mettre en place un pressing. Maintenant, il faut que ça soit durable, faut pas que ça se paye sur tes phases avec ballon à voir. Mais c'est vrai que là, sur cette organisation-là, t'es obligé de mettre Kovacic quand t'es au milieu. Je vois pas ce que tu pourrais faire avec Jorginho. Sauf encore une fois, après c'est comme un barbare, mais sinon Jorginho n'a aucune mobilité, donc ça serait compliqué. Après, sinon tu peux tenter Mount dans un double pivot si jamais vraiment t'es face à un adversaire que tu dois être capable d'étouffer, ce que parfois Chelsea a fait malgré tout. Il y a quelques matchs où alors Leeds c'est un peu particulier parce que je crois qu'il termine à genre 5 XG, mais il y en a 3,5 sur des coups de pied arrêtés, donc du coup ça fausse un peu. Mais c'est-à-dire il y a quelques matchs où Chelsea a réussi à avoir des temps forts assez longs à s'installer dans le camp adverse, mais c'était plus sur la qualité en gros de la 50e, 60e où vraiment tu vas t'installer dans le camp adverse et il y a le score effect, la dynamique, etc. Mais dès le coup d'envoi, si vraiment tu veux une organisation fonctionnelle, c'est quand même difficile de trouver la bonne formule, et là-dessus on en revient à ce que disait Flo, à savoir qu'il y a presque trop d'éléments et qu'ils sont pas tous complémentaires, et c'est-à-dire que t'en viens à dire ok, le recrutement c'est bien d'avoir des armes, mais est-ce que le profil Werner par exemple était forcément le plus pertinent quand tu vois l'organisation générale? Si t'as pas Werner et que tu peux foutre Havertz en faux numéro 9 sans avoir la question de ton investissement sur Werner, avec deux ailiers qui vont rentrer, qui vont beaucoup percuter en Ziyech et Pulisic, t'as une solution de moins, mais c'est peut-être beaucoup plus facile d'organiser tout ça, et derrière tu peux faire un 4-3-3 avec Jorginho en 6, Kanté d'un côté et Mount de l'autre, ou alors Kovacic. Là je pense qu'il y a une question qui rejoint aussi celle de Flo, mais qui est celle des égos, et que c'est difficile, je pense, d'aller voir, j'ai dit n'importe quoi, mais Abraham dans les yeux, et si Giroud a fait un mauvais match et Werner a fait un mauvais match, de lui dire non, tu vas rester sur le banc. Je pense que ton turnover est aussi lié, au-delà des investissements, de la pression du propriétaire, est lié aux égos des joueurs, et que c'est difficile de maintenir trop longtemps quelqu'un de classe européenne ou mondiale sur le banc si le titulaire n'est pas bon. C'est plus compliqué là que dans d'autres endroits de construire une structure qui résisterait au mauvais passage. Juste pour rebondir sur ce que disait Christophe par rapport au fait que
que c'est surtout dans les dernières minutes, dans les derniers instants du match que tu vois Chelsea vraiment prendre le dessus parce qu'il faut pousser, etc. C'est tout à fait confirmé par les stats parce que ils ont, depuis le début de la saison, mis 16 buts et ils en ont encaissé 3 dans la dernière demi-heure avec des XG aussi largement supérieurs à ceux de leurs adversaires, alors que sur la première heure de jeu, ils sont à 17 expected goals pour et 14 expected goals contre. Donc en gros, Chelsea aujourd'hui c'est une équipe qui, là on a fait un très mauvais portrait, mais c'est vrai que quand tu regardes les expected points aujourd'hui, ils ont une moyenne qui est plutôt intéressante, ils sont à 1,87, ils seraient pas loin de la tête, ils seraient derrière un centième de point derrière Liverpool et derrière Manchester United. Et donc ils sont en sous-performance par rapport à leurs expected points, mais c'est aussi un peu masqué par ces fins de match où ils poussent beaucoup, où généralement Lampard ajoute des armes offensives, notamment Giroud qui rentre en jeu, voire Abraham si Giroud est déjà sur le terrain. Ça pousse, ça réussit à centrer, à être dangereux, à marquer des buts. Mais c'est vrai que pendant la première heure de jeu, en fait, tu vois pas trop où ça va et tu vois pas de Chelsea le comportement d'une équipe dominante en fait sur ses adversaires, sur la majorité de ses adversaires. Après là on dit du mal, mais c'est une équipe qui est taillée pour être en 2023-2024 la meilleure équipe du championnat. Vu l'âge des recrues et les mecs qu'ils ont réussi à choper devant, alors il te manque peut-être un milieu et un central très fort, notamment vu les âges de Thiago Silva et Kanté. Oui, c'est ce que dit Lampard, c'est les early years de Liverpool, Raphaël. Ouais, mais le souci, c'est que, comme répond Roy Keane, qu'a fait Lampard avant d'arriver à Chelsea qui mérite qu'on lui donne autant de temps. C'est-à-dire que, s'il s'appelle pas Lampard, est-ce que tu vas chercher le coach de Derby County qui a pas réussi à monter avec Derby County? Concrètement, c'est ça son CV. Et Gerrard, avant d'arriver à Liverpool, c'est ce qui, je pense, se passera, peut-être pas après Klopp, mais peut-être après le suivant et encore. Mais là, il va aux Rangers et il fait une saison qui est historiquement et statistiquement improbable. C'est-à-dire que le mec est à 20 matchs, 57 buts, 5 buts encaissés. Et en Europa League, ça fait 2 saisons que les Rangers comptent sur la scène européenne. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer, parce que Chelsea, comme je le répète, s'ils arrivent à trouver un milieu fort pour l'avenir, et peut-être que ce sera Havertz, parce qu'il peut jouer là, et un central qui va remplacer Thiago Silva, et après tu l'associes même à Zouma, mais si quelqu'un est très fort à côté, peut-être que Zouma peut faire l'affaire. Mais ils ont Reece James à droite, ils ont Chilwell à gauche, ils ont Mendy dans les buts. Secteur offensif, ils ont tout le monde qui est dans les âges parfaits pour être en 2023-2024 au meilleur niveau. Et je pense que, comme on dit du mal de Manchester United aujourd'hui, mais ils ont recruté des profils et des âges qui peuvent leur permettre de prendre le relais après que Liverpool et City aient du mal à remplacer leurs joueurs, parce que là les générations Salah, Mané, De Bruyne, je crois que c'est les mêmes générations à peu près d'ailleurs, 91, 92, quelque chose comme ça. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Firmino et compagnie, je sais pas qui y a d'autres à City que j'ai oublié de citer, qui fait partie de ce même âge-là, pas beaucoup finalement, mais peut-être les latéraux. Mais voilà, dès que ces mecs... Mais après, je pense que la succession de De Bruyne, déjà rien que ça suffira à faire perdre 5-10 points à City sur une saison. Donc il faudra voir ce qui va se passer d'ici 2-3 ans pour ces clubs-là. Voilà, on a fait un peu long sur ces équipes-là, on va faire plus court sur les suivantes parce qu'il nous reste les paris à faire à la fin aussi. Alors Arsenal, on va pas trop en parler, on en a déjà beaucoup parlé, ça va mieux là, il y a des joueurs intéressants à suivre, notamment Saka et Smith Rowe qui sont bons là depuis quelques semaines, même si Saka ça fait maintenant quelques mois mais qu'il est très bon. Lacazette qui revient à un bon niveau, donc on en reparlera si ça continue et lorsqu'on verra un peu plus Arsenal. On les a pas beaucoup vus. Leeds a perdu contre Tottenham. Est-ce qu'on peut dire un mot rapidement? Florent parlait de Rafinha, juste, l'ancien Rennais, qui est le joueur correct, le bon joueur le plus cité dans Vue du Banc. J'ai l'impression qu'on parle de Rafinha dans tous les épisodes de Vue du Banc, que ce soit pour Rennes ou pour Leeds, mais qui là est plutôt performant et dans un style qui lui va très bien. Couloir droit, je repique, je trouve des passes intérieures, je percute. Ouais, avec ce super but face à West Brom. Mais ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est qu'il s'est fondu très vite dans le collectif de Leeds et dans les fameuses combinaisons qui permettent à l'équipe de progresser. Et d'ailleurs, ce but face à West Brom est un très très bon exemple. C'est-à-dire que tu pouvais craindre un petit peu de la part de Rafinha d'avoir ce côté d'avoir ce côté tête dans le guidon. Du mec qui va percuter, qui va chercher à faire des différences et puis qui va un peu essayer de vouloir faire la différence tout seul sans forcément voir qu'il a des partenaires qui se rendent disponibles. Alors ça, j'ai l'impression qu'il a compris très très vite.
il a peut-être déjà plus compris que Jack Harrison de l'autre côté, que Elder Costa qui est sur le banc, ou que je sais plus si j'en ai un autre à citer, non j'en ai pas d'autres à citer pour l'instant. Ou que Poveda en effet, qui est une sorte de mélange entre Roberto Firmino et Alain Chabat jeune, physiquement, sur le plan capillaire, sur le plan physique. Est-ce qu'il joue comme Didier? Tu peux presque te poser la question parfois, oui, par rapport à ce que Christophe disait à l'instant justement. Mais ouais, Rafinha très intéressant, très agréable à avoir joué. Déjà le meilleur des 4 offensifs, je pense, titulaires de Leeds, et quelqu'un qui sera déjà sans doute amené peut-être à aller plus haut, même s'il faut pas non plus s'avancer trop vite. Mais ouais, joueur, ça fait très plaisir de le voir s'épanouir aussi vite dans cette équipe. Sachant qu'il y a toujours ce côté, t'arrives en première ligue, il va y avoir une adaptation, etc. Lui, il est arrivé, il a déjà 2 buts, 2 passes décisives et un impact quand même assez important sur chaque match. Et tu vois vraiment l'écart de classe en fait entre lui et ses coéquipiers, je trouve, du secteur offensif. Donc, ouais, très très bon coup de Leeds et encore plus de regrets sans doute pour le Stade Rennais, même si je pense que Rafinha est très heureux de la manière dont les choses ont évolué depuis. Allez, on enchaîne pour parler de certains talents. Juste, on dit que Bamford ne surperforme plus, qu'il est à l'équilibre où il sous-performe, donc ça compense par rapport au début de saison, et du coup Leeds marque moins de buts. Même s'il y a quand même ce 5-0 sympa contre West Brom, mais on parlera de West Brom un peu plus tard. Je crois que Christophe a un coup de gueule à passer après. Wolverhampton, Christophe, d'abord avec toi pour parler de la filière Mendes, alors qui est très critiquable parce que c'est particulier de donner un club carrément à un agent. On a vu comment ça s'est passé à Valence après un certain temps. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver à Wolverhampton un moment? Mais il y a quand même quelques bons joueurs qui arrivent. Alors Fabio Silva, on ne sait toujours pas si ça mérite l'argent qui a été investi. Par contre, ça fait plusieurs fois qu'on voit Pedro Neto, alors dont le nom me fait rire pour des raisons nulles, mais qui par contre en termes de talent et de qualité de dribble et qualité technique est un bordel de joueurs, et à chaque fois qu'il joue contre n'importe quelle équipe et notamment contre Liverpool, je suis paniqué. Il avait été très bon contre eux, et toi aussi tu le kiffes beaucoup. Est-ce que Neto ça te fait rire à cause du magasin discount alimentaire ou pas du tout? Non, j'y pensais pas. Non, ça me fait rire à cause de Pedro Lito. Mais c'est vrai que voilà. Neto, mais Neto pour le magasin, je crois que c'est une filière Intermarché. Oui, j'y avais pas pensé, mais c'est une deuxième raison du coup. Alors déjà, mini parenthèse, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, laisser ton club à un agent, en fait, t'as les bons agents et les mauvais agents. Et en fait, tout dépend à quel agent tu le laisses. Or, le portefeuille de Mendes est quand même très très sympathique. Alors, ça donne des trucs un peu freestyle sur lesquels on va pas revenir. Mais le transfert de Doherty à Tottenham, où Mendes est agent des coachs des 2 clubs et du joueur, l'argent, je sais pas où il est passé, mais à mon avis, c'est... Le transfert de Fabio Silva aussi, où Porto avait besoin de beaucoup d'argent, sinon c'était problématique pour leurs finances. C'est ça, donc du coup, tu peux un peu gonfler artificiellement. On a dû avoir du mandat club à l'aller et au retour pour Mendes, chez l'acheteur et le vendeur. En fait, la question, c'est est-ce qu'il est resté à la même place et il a tourné la feuille, ou est-ce qu'il s'est mis de l'autre côté de la table pour signer la partie adverse? Mais oui, tu vois, autant à Nantes, tu sais pas trop les joueurs qui sont amenés, les Libombe, Mon, tout ça. Autant Mendes te permet d'avoir des joueurs que tu n'aurais, je pense, pas eu. Alors l'exemple, c'était Ruben Neves qui signe en Championship à l'époque. Podence, je sais même pas s'il est chez Mendes, j'imagine que oui. Mais Podence, vrai bon coup, même s'il a 25 ans, mais Neto, oui, 20 ans. Alors la grande question de Florent qui nous pose chaque semaine, c'est de savoir s'il va pas ringardiser Diogo Jota. Alors, mais c'est pas le même style de joueur, je trouve. Oui, voilà, c'est pas le même style de joueur. Jota est plus dans un rôle Firmino, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il fait du côté de Liverpool, voire même beaucoup ce qu'il faisait avant de se blesser du côté de Liverpool. Neto est plus un attaquant complet. En fait, c'est difficile de vraiment totalement le catégoriser en ailier parce qu'il va être capable alors il provoque beaucoup, mais il aura parfois un côté un peu plus Grealish où il va dribbler, mais ensuite il va rien faire en sortie de dribble, si ce n'est attendre que l'espace s'ouvre pour prendre une décision. Donc joueur très complet, et en fait je regarde pas mal Wolverhampton en ce moment, peut-être aussi pour des questions de programmation et de manque de concurrence de matchs d'autres championnats. Donc du coup ça me permet de beaucoup les voir. J'ai toujours été assez fan de Podence depuis 1 ou 2 ans, mais c'est vrai que Neto sort totalement du lot, et autant Fabio Silva, il fait ses 18 ans et tu lui donnes beaucoup de ballons dans la surface et il en fait pas grand chose.
Adama Traoré dribble, il y a à peu près rien en sortie de dribble, je crois qu'il est toujours à 0 but, 0 passe D. Là, il lui a obtenu un péno ce week-end. Mais Pedro Neto, je regarde limite les matchs que pour lui parce que j'ai l'impression que chaque semaine, soit il me montre quelque chose de différent qu'il a déjà fait, mais où j'étais pas devant ma télé à ce moment-là, soit il continue à étoffer sa panoplie. Mais tu te dis 20 ans, tu vois, tu disais que c'était pas le même joueur que Jota. Autant Jota, j'arrive quand même globalement à catégoriser ce qu'il va pouvoir faire à l'avenir. Et je pense qu'à Liverpool, il est vraiment dans le bon club pour le faire. Autant Neto, j'ai l'impression que tu pourras le mettre des deux côtés, tu pourras le mettre numéro 10, tu pourras le mettre numéro 9. Alors, compliqué, hein, mais dans l'absolu, j'imagine même un scénario où il peut être numéro 8 d'une équipe qui, façon De Bruyne, en fait, d'une équipe qui domine énormément. Il a pas forcément un gros gabarit, mais une vraie qualité de percussion. Et il y a plusieurs des derniers matchs, notamment face à Tottenham, où il y avait lui et Ndombele qui étaient quasiment les seuls à jouer au foot sur le terrain. Donc ouais, vraiment hypé par ce joueur que je connaissais pas tellement il y a quelques mois, mais qui sort quand même assez nettement du lot quand tu le vois. Et encore une fois, la génération portugaise fait quand même un peu, alors pas envie du point de vue français, mais en tout cas, elle est quand même assez impressionnante. T'as pas l'impression que le Portugal a interdit à ses clubs de former des joueurs de plus d'1m80 ? Parce que les Pedro Neto, Diogo Jota, Joao Félix, Bernardo Silva, même Podence qui est un peu plus vieux mais qui fait 1m65, ils sont tous petits formats. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est très très fort techniquement. Il y a beaucoup de mouvements, mais là ils sortent des joueurs, c'est pas des copies conformes, hein, chacun a ses qualités, mais ça fait plusieurs générations là, disons des 95 au 2000, parce que Neto est un 2000, que je me rappelle même pas du dernier attaquant portugais qui fait 1m85. Eder. Ouais, mais c'est plus vieux. André, hein, t'as André Silva, oui. Il fait pas cette taille là. Enfin, on est C'est pas vrai, sur il doit être plus grand, la même échelle de joueurs, mais je pense qu'il doit être dans ces eaux-là. Ma vraie question sur tout à l'heure, juste pour rebondir sur ce que disait Christophe par rapport à Mendes et le transfert de Doherty à Tottenham. Vraie question sur l'avenir de Pedro Neto. Si Mourinho s'inscrit dans la durée à Tottenham, si Mendes continue de faire des deals avec lui. Est-ce que c'est pas Pedro Neto qui va débarquer à Tottenham pour compléter le trio avec Kane et Son? Je vois une évolution possible et un petit transit assez facile à lire entre les deux, quoi. Voilà. Ah, elle parle pas de transit, ça me rappelle mon nouvel an. C'est juste en une phrase, mais je pense qu'un jour, alors je pense que j'aurai jamais le temps de le faire dans ma vie, mais j'aurais envie de voir la D2 portugaise où t'as notamment la réserve de Benfica et la réserve de Porto, parce que c'est l'un des cheat codes du football portugais de pouvoir mettre des joueurs des réserves dans des matchs compétitifs de deuxième division. Et tu vois, là je me balade machinalement et tu regardes l'effectif de Benfica qui est en milieu de tableau en réserve en D2 et t'as que des joueurs de 17, 18, 19 ans qui jouent, notamment un Gonzalo Ramos qui a 7 buts en 4 matchs à 19 ans en D2. Et tu dis, ils ont quand même cette facilité-là de mettre des joueurs dans un univers compétitif très tôt. Et c'est ce que disent les mecs de la filière Red Bull, qu'en gros, tous les joueurs qui jouent à des matchs de dernier tour de Ligue des Champions à 17-18 ans, ils jouaient déjà contre des adultes. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le foot portugais forme beaucoup de joueurs. Parce que les mecs sont pas bloqués en Youth League ou dans des équipes de 3-4e division jusqu'à 19 ans. Ouais, aussi parce qu'ils ont pas beaucoup de thunes non plus, donc les mecs jouent tout court en fait. Ils vont pas recruter, à part les filières sud-américaines, ils recrutent pas de tocards, je ne sais quel pays. Bon, en tout cas moins. Même s'il y a des deals d'agents qui, je pense, sont un peu fumés aussi au Portugal. D'ailleurs, ils prennent des bons joueurs étrangers jeunes qui n'arrivent pas à percer dans leur pays, notamment des Anglais depuis quelques années. Il y a quelques bons Anglais qui se cachent au Portugal. Brighton, donc les malheureux Brighton, qui, bon, on va pas dire la même chose qu'on avait dit en début de saison, c'est une équipe qui joue bien, mais Florent, il y a, je sais pas si t'as leur XG devant les yeux ou si t'as le classement sur Understat, mais c'est l'équipe la plus malchanceuse du football européen cette saison. Sur Understat, c'est Sheffield. Ah oui, mais ça se joue à pas grand-chose. Mais sauf que Sheffield gagne très peu de matchs au XG, je pense, en tout cas pas beaucoup. Alors que Brighton, j'ai l'impression, gagne 80% de ses matchs au XG, mais 5% de ses matchs véritablement. Alors, contre Wolverhampton, je vais remonter les matchs. Wolverhampton, ils gagnent, ils font match nul. Contre Arsenal, bon, ils perdent. Contre West Ham, ils font match nul, mais ils gagnent légèrement, d'une courte tête. Contre Sheffield, ils gagnent largement et ils font match nul. Contre Fulham, ils perdent, mais ils font match nul. Contre Leicester, ils perdent. Contre Southampton, ils perdent le match, mais ils gagnent au XG. Contre Liverpool,
Ils gagnent au XG largement, ils sont à 2,31 contre 0,28 et ils font match nul. Enfin voilà, je vais pas faire toute la saison, mais c'est vrai que c'est un running gag notamment sur Twitter avec le compte XG Philosophie qui généralement un week-end sur 2, voire même un peu plus, 2 week-ends sur 3, vient faire son post juste pour dire que Brighton avait gagné les XG sur cette rencontre. Et c'est vrai que quand tu élargis à toute la saison, Brighton aujourd'hui en termes de points, ils sont 17e, donc premier non relégable avec 14 points pris, quand au niveau des expected points, ils sont à la 7e place derrière Manchester United et devant Arsenal avec 26,5 expected points depuis le début de la saison. Donc c'est vrai que c'est une équipe agréable à voir jouer, alors qui peut-être dernièrement est peut-être un peu moins agréable. Moi je les avais vus, c'était en début de saison, je crois que c'était un match absolument scandaleux justement en termes de manque de réussite. Les 5 poteaux, le penalty sifflé pour Manchester après le coup de sifflet final. Ouais. Alors, c'était un très très grand moment, même si c'était un très mauvais moment à passer pour les fans de Brighton. Mais ouais, ils gagnent, ils se créent quasiment 3 XG sur le match. Man United est à 1,58 avec le penalty. Et c'est United qui s'impose en effet après le coup de sifflet final 3-2 avec le péno de Bruno Fernandes. Et c'est vrai que je crois que les choses se sont un petit peu gâtées en termes de qualité de jeu depuis. Mais ouais, Brighton, c'est une équipe qui a baladé United, qui a baladé, j'en parlais tout à l'heure, un petit peu Liverpool aussi, qui s'est créé beaucoup d'occasions et qui n'a pas réussi à conclure et qui là est peut-être un petit peu dans le dur dernièrement. Ils ont quand même pas gagné depuis fin novembre et une victoire à Aston Villa où ils n'avaient pas gagné les XG d'ailleurs. Mais voilà, faut espérer pour eux qu'ils réussissent à se tirer de ce mauvais pas. Logiquement, si tu es le président du club et que tu regardes les expected goals, tu vas dire on va continuer avec eux, on va continuer avec Potter parce que normalement ça va tourner. Mais c'est vrai qu'ils ont un enchaînement de matchs là, entre janvier et février, ils vont quand même jouer City, ils vont jouer Tottenham, ils vont jouer Liverpool sur le prochain mois, avec des matchs aussi face à Leeds qui devraient être très très sympathiques pour le coup, et Fulham. Il serait de bon ton de réussir à concrétiser un petit peu cette domination et à peut-être faire une perf, c'est-à-dire prendre des points face à Leeds et Fulham et faire une perf sur un des trois, histoire de s'éloigner un petit peu de la zone rouge parce que je crois qu'ils n'ont que 3 points d'avance aujourd'hui. Et Fulham a 2 matchs de moins. Donc techniquement, ils sont virtuellement, même si je pense pas que Fulham prendra plus de 3 points, ils peuvent même être virtuellement relégables et au-delà de la sous-perf offensive, gros problème de gardien. Alors, qui se voit, ça se voit à l'œil avec Matt Ryan notamment, mais 20 XG contre, 28 buts encaissés. C'est-à-dire que, Mopé et compagnie ont raté certaines occasions, mais avec un gardien qui serait dans les standards du poste, je pense que tu aurais 7-8 points de plus minimum. Il faudrait regarder les post-shots expected goals et je vous conseille d'aller sur Copareda pour lire un article sur le sujet. je suis un panneau publicitaire humain. Voilà pour Brighton, si ça descend, il y aura des joueurs à aller chercher. Bissouma au milieu de terrain, Mopé et Connolly devant, Lamptey latéral droit. Bissouma qui a d'ailleurs été annoncé par une source assez fiable comme une cible pour Liverpool pour remplacer Wijnaldum. Et ça me semble assez crédible parce que c'est une piste totalement Liverpool d'aller chercher un joueur dans un club en bas de tableau et d'en faire un bien meilleur joueur. Ben White derrière aussi. Qui a été cité aussi. Mais ça rappelle ce qu'ils avaient fait avec Robertson, qu'ils étaient allés chercher là-bas, et même Wijnaldum qui était dans un Newcastle pas top au moment où ils sont allés le chercher. Donc voilà pour les joueurs de Brighton. Le coup de gueule de Christophe, ça y est, on devient un talk show. Le coup de gueule de Christophe qui va nous parler de West Brom, qui avait gratté un point contre Liverpool et s'était gargarisé de ça, et Sam Allardyce avait dansé. Il nous avait rappelé son style. Et depuis, ils ont pris 9 buts en 2 matchs. Alors contre Leeds, c'était un peu abusé parce que Leeds a marqué toutes ces grosses occasions quasiment. Mais contre Arsenal, ils concèdent 4 XG. Et t'en as marre? Non, j'en ai pas marre. Déjà, il y a un premier match de Sam Allardyce, ils avaient pris aussi 3-0 contre Aston Villa. Donc en fait, 0-3. En se créant 0,04 XG contre Aston Villa. Non, mais c'est ça en fait. C'est pas un coup de gueule parce que en fait, ça me fait malgré tout marrer d'avoir Sam Allardyce parce que ça fait un peu à la fois ça fait de la variété tactique, puis pour moi ça fait un peu le méchant des séries télé où finalement ça me fait marrer d'encourager les adversaires de West Brom.
Tu te rappelles que Sam Allardyce s'est passé à 2 doigts d'être sélectionneur de l'Angleterre? Bah, il l'était. Enfin, c'était. Il l'a été. Oui, Il l'a été. mais il a fait aucun match finalement. Ouais. Mais bon, déjà, en fait, je suis pas fan de la philosophie Sam Allardyce. Alors maintenant, c'est plus compliqué parce que les matchs s'enchaînaient. Mais qui est de rester dans sa villa et de squatter chez lui jusqu'au jeudi et ensuite débarquer la veille du match, d'entraîner, enfin de gérer le match et puis ensuite de rentrer chez lui, quoi. Alors tu me diras, Ferguson faisait pareil en fin de carrière, mais déjà il avait fait des choses avant. De très haute qualité, et puis il avait Carlos Queiroz qui gérait les choses sur le plan d'entraînement. Il était quand même en contact. Allardyce, c'est quand même un peu un touriste du coaching sur ce point-là. Mais au-delà de ça, qu'il y a un truc un peu gratuit où voilà, je suis pas très très fan du personnage, qui voilà aussi a un côté très borderline sur lequel on revient pas. Mais c'est que son foot en 5-5-0 ou 5-4-1 de l'enfer, où il y a absolument aucune proposition offensive à part balancer des longs ballons. On va me dire qu'il est jamais descendu de première ligue, parce qu'il a une seule descente, mais c'était en division inférieure. Oui, j'entends, et il a pas fait que des mauvaises choses. Seulement, voilà, je pense qu'en 2020-2021, c'est un peu sommaire. Et ce que j'ai vu, alors contre Liverpool, ça a quand même bien joué à eux de jouer enfin en deuxième période, hein, mais Liverpool a totalement abandonné le match à la mi-temps. En fait, Liverpool dormait. Et ça se sentait venir d'assez loin, mais si Liverpool maintient la cadence, a priori, il n'y a aucune raison de perdre des points contre cet adversaire-là. Et globalement, il y a rien à voir pour l'instant, et je vois pas où ça va en venir. Contre Leeds a marqué toutes ses occasions, mais honnêtement, en deuxième période, limite la deuxième période de West Brom est pire que la première, c'est juste que Leeds n'accélère pas trop. Mais il y a absolument aucune révolte en face, aucun projet de jeu véritablement défini, tout ça. Donc autant les équipes qui défendent, voilà, je suis pas fan, mais pourquoi pas. Autant défendre comme ça, mais sans même trop savoir ce que tu vas faire avec le ballon. Ça m'étonne un petit peu. Alors c'est un côté, comme je disais, un peu rigolo, et c'est marrant d'encourager l'adversaire parce que c'est totalement anachronique. On croirait voir Burnley, mais Burnley ne sachant pas défendre et sans Chris Wood devant pour prendre tous les ballons de la tête. Mais peut-être que ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, franchement, ce que fait West Brom, c'est vraiment à pleurer de rire. Et ça ne me dérangerait pas que cette équipe, qui d'ailleurs a des XG et des stats avancées absolument cataclysmiques, descende, parce que de toutes les formations de bas de tableau, je préfère encore Sheffield que cette version-là de West Brom, qui n'a ni grande qualité individuelle, ni volonté de proposer la moindre idée footballistique. Tu étais sur le Wikipédia de Sam Allardyce, j'ai l'impression. Flo, est-ce que tu veux nous lire certains extraits? Oui, non, j'aime beaucoup le surnom qu'il avait en tant que joueur. C'était Super Sam Bionic Man par les supporters de Bolton à l'époque. Et après, oui, toujours cocasse de voir Mourinho en janvier 2014, qui s'est montré dur envers son adversaire du jour. C'était un 0-0 entre Chelsea et je ne sais pas qui, à West Ham, je crois. Et où il disait que le foot de Sam Allardyce, c'était le foot du 19e siècle. Donc, ce qui est complètement con, parce que le foot du 19e siècle, il y avait 8-6 et il y avait 2 défenseurs. Donc, Et puis quelques mois plus tard, Mourinho va gagner finalement à Liverpool, mais pas refaire un 0-0 avec l'équipe B pour niquer le titre de Liverpool. Et c'est exactement ce que fait Sam Allardyce quand il va à l'extérieur. Donc c'est amusant, les mecs sont... C'est un show en fait, les déclarations. T'as l'impression que c'est du catch parfois, tellement ils pensent qu'on ne comprend pas l'envers du décor. Néanmoins, il est décrit comme un grand partisan des sciences du sport et de l'usage de la technologie, mettant en pratique des techniques alors innovantes dans le coaching de ses équipes, telles que l'analyse des performances par ordinateur ou le yoga. C'est écrit non, mais après, il est peut-être très innovant sur certains trucs, mais le jeu qu'il aime insuffler à ses équipes est pas du tout intéressant, quoi. Puis il était innovant il y a 20 piges, hein. Genre bravo à lui de l'avoir été. Innovant, mais il y a 20 piges, ouais. On est au début des années 2000 ou 2010, quoi. Donc c'est-à-dire que maintenant il est plus du tout, en fait. Il était rattrapé et dépassé par le train du progrès, quoi. Ouais, non, mais je veux dire que les méthodes sont pas toujours équivalentes au jeu, tu vois. Tu peux avoir des méthodes. Oui, bien sûr, mais je veux dire, Van Gaal faisait de la vidéo sur VHS. Alors Van Gaal avait du jeu, mais je veux dire, il donnait pas l'impression d'un mec moderne, et pourtant c'était l'un des pionniers dans son domaine aussi. Donc c'est vrai que l'aspect bourru peut parfois masquer la vérité du travail. Effectivement, à Bolton, à Allardyce, c'était quand même relativement pionnier sur certains trucs, de la condition physique, etc. Mais et même l'élargissement du staff, c'était l'un des premiers à vouloir des spécialistes sur plusieurs postes, et pas simplement un entraîneur qui gère tout, ce qui l'arrangeait bien puisque lui est un entraîneur à mi-temps.
Mais c'est vrai que là, depuis, il a perdu tout cet avantage compétitif-là. Et surtout, voilà, sa vision du foot. Ça aurait été rigolo de le voir avec la sélection anglaise, mais je suis pas sûr que le foot anglais aurait longtemps apprécié. Alors, on va finir par un petit jeu, Christophe et Florent. On va jouer avec vous sur la comparaison Sheffield United, qui a 2 points en 17 matchs, et Schalke, qui en a 4 en 14 matchs. Les deux équipes qui n'ont encore aucune victoire en Europe. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les 5 grands championnats. Je suis pas sûr, je pense pas. On l'aurait remarqué. On va faire un over-under, ou plutôt un Schalke ou Sheffield. Qui aura... Alors, le plus de points, il y a plus de matchs en première ligue, donc il y a plus de chances que Sheffield ait plus de points en finale. Mais disons qui aura le plus de victoires d'ici la fin de la saison, qui va être le moins ridicule des deux. Je ne sais pas si vous avez un avis, sachant que on voit plus Schalke que Sheffield, parce que Christophe nous envoie les buts encaissés par Schalke tous les week-ends quasiment, et c'est toujours un moment agréable. Mais est-ce que vous avez un avis sur ces deux équipes qui sont en grande perdition ? Moi je dis que Sheffield aura plus de victoires en fin de saison pour une raison simple, c'est qu'ils auraient déjà dû en avoir plus. Ouais. Ils ont, en termes de XG, ils sont quand même beaucoup mieux que Schalke, XG par match, expected points par match. Donc je pense qu'ils vont descendre en effet. Je crois que si tu prends les expected points, ils sont 18e, mais ils ont 10-12 points au compteur quand Schalke doit être à 6 ou 7. Donc voilà, avantage Sheffield sur la phase retour pour ce duel à distance. Alors j'ai tendance à... Je vais quand même dire Sheffield, mais je vois bien un truc où ils finissent tous les deux à 2 victoires. Parce que je pense que Sheffield ne va pas forcément le faire, mais peut avoir la surface financière pour investir, alors que Schalke a beaucoup de difficultés sur ce plan-là. Il y a aussi la volonté, pourquoi pas, de faire sauter l'entraîneur. Je suis pas sûr que ça soit un bon choix, vu ce qu'a fait Wilder, etc. Mais à Schalke, ils ont déjà changé 4 fois de coach. Enfin, 3 fois, là c'est le 4e. Donc, du coup, si tu vas plus pouvoir appuyer sur cette gâchette-là, et ça ne provoque aucun effet, donc du coup, c'est un ressort qui a été utilisé d'un côté, pas de l'autre. Et puis surtout parce que Sheffield ne joue pas avec Benjamin Stambouli latéral droit, comme Schalke ce week-end. Ce qui était mon moment pas le moment le plus rigolo de mon week-end, mais ce qui était une expérience particulière. Spoiler alerte, cela ne s'est pas bien passé. Schalke en général, les équipes qui sont en bas de classement ont toujours un peu de malchance. Par exemple, Mayence qui est 17ème est à moins 10 expected points. Alors après, faut pas prendre tout ça comme argent comptant. On cite beaucoup de stats XG, XA, XG contre, XG pour depuis tout à l'heure. Et il y a toujours des biais. Mais en général, quand tu descends, t'as un petit peu de malchance, soit parce que tes joueurs sont moins doués, donc ils réussissent pas les occasions que les autres mettent, soit parce que juste t'as pas eu beaucoup de bonheur. Mais là, Schalke, ils sont à 4 points, ils devraient juste être à 7, donc l'écart est pas du tout énorme. Mais ils ont gagné un match aux XG, c'est-à-dire qu'il y a un seul match où ils se sont créés plus d'occasions, de meilleures occasions que l'adversaire, en 14 matchs. C'est quand même pas mal. Et le miracle, c'est qu'ils sont qu'à 6 points finalement des barrages, avec un début de saison aussi catastrophique. C'est ça qui me choque le plus, c'est qu'ils sont nuls, mais qu'ils peuvent encore se maintenir. Alors que ça fait quand même quelques saisons que ces clubs-là, les Schalke et compagnie, méritent de descendre. Hambourg est resté 3-4 ans comme ça en étant catastrophique. Finalement, ils sont descendus, il était temps. Et Schalke, il est peut-être temps qu'ils descendent aussi, parce que là, ça fait plusieurs années qu'ils sont scandaleux à chaque fois. Voilà pour la fin de la première ligue, et pour ce cas de Schalke, qui est un peu notre running guide cette saison, qui est un peu notre Benevento de la saison, finalement. Si Benevento avait un côté plus jovial, j'ai l'impression. C'était pas là-bas que Cheikh Diabaté était parti un moment ? Si. Donc il avait claqué des buts d'ailleurs en phase retour. Ouais. Donc voilà. Donc peut-être que Schalke doit faire ça en fait. Je sais pas où est Diabaté, mais il est en Inde, je crois. Comme tout Schalke, Diabaté vient sauver Schalke. On enchaîne et on finit cette émission avec les paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris avec PMU.fr, et ça va nous permettre de sortir un peu de la Première Ligue, alors pas forcément complètement, donc commençons par Florent qui a encore un pari Première Ligue, comme ça on évacue, un pari sur Manchester City, Brighton. Ouais, Manchester City, Brighton, je crois que c'est mercredi, du coup, vu que là ça va encore s'enchaîner, on va bouffer pas mal le foot avec la reprise de la Ligue 1, etc., etc. Donc je crois que City, Brighton, c'est mercredi. Mon idée est assez simple, on a parlé en bien de City, on a redit du bien de Manchester City, et je pense que ça peut continuer, mais je pense en face aussi que Brighton peut ennuyer un petit peu City, comme ils ont ennuyé les autres équipes. Avec leur jeu de possession, leur jeu de passe et leur capacité
à créer le danger face à n'importe quel adversaire. Donc l'idée, c'est de partir sur, certes, une victoire de Manchester City, mais une équipe de Brighton qui marque au moins un but. Donc j'avais deux paris, une hésitation entre deux paris. C'était les deux équipes marquent et il y a un vainqueur, c'était à 2,25. Ou alors City s'impose 2, 3 ou 4-1. Et c'était à 3,40. Et j'ai décidé de partir sur la plus gentille, la cote la plus calme, la plus assurée. Donc les deux équipes marquent et un vainqueur à la fin. C'est coté à 2,25 et c'est mercredi soir, je crois. Alors c'est bien mercredi, Florent, mais c'est mercredi 13 janvier. Donc tu vas devoir prendre ton mal en patience, puisque ce mercredi, il y a la demi-finale de Coupe de Ligue anglaise entre les deux Manchester. Que dimanche, il y a la Coupe d'Angleterre entre Manchester City et Birmingham. Et donc mercredi 13, après ces deux rencontres de Coupe, tu auras Manchester City-Brighton. Donc tu vas devoir attendre un peu avant le résultat de ce pari. Ton autre pari concerne notre belle Ligue 1. Et alors je sais pas si c'est un derby, je sais pas si ça va énerver des Bretons ou pas, mais en tout cas c'est un match qui compte pour l'Ouest français entre Nantes et Rennes. Oui, derby entre Nantes et Rennes, premier match aussi du nouvel entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech, qui va se retrouver. Je me demande si on n'a pas un choc des extrêmes en termes des âges des coachs entre Stéphane. Ah oui, ça va être le plus jeune contre le plus vieux, ouais. Ou alors on n'en est pas très loin. Je sais plus si quelqu'un a doublé Stéphane dernièrement, s'il y a peut-être plus jeune que lui, mais je ne crois pas. Bref, tout ça pour dire que Nantes-Rennes, ce premier match. Je pense que Rennes a quand même tout pour faire tourner les choses dans le bon sens. Il s'était un petit peu relevé avant la trêve. On en avait d'ailleurs parlé sur Coparena avec Damien Da Silva en interview. Ça s'était plutôt bien fini l'année pour eux, après avoir traversé une période un peu compliquée avec la Ligue des Champions en parallèle. Et Damien Da Silva nous avait notamment dit toute la difficulté qu'il y avait pour travailler tactiquement et intégrer des recrues quand tu dois enchaîner les matchs. Or là, il y a eu donc cette fin plutôt positive et là, il y a eu ces quelques jours à la reprise pour pouvoir bosser un petit peu sereinement et sans doute recommencer à intégrer ces nouveaux, à appuyer sur les principes de jeu à appliquer, etc. Donc je me dis que Rennes, face à une équipe de Nantes dont on ne sait pas du tout à quoi elle va ressembler de toute façon à la rentrée, je me dis que Rennes peut faire quelque chose et peut s'imposer avec plus d'un but d'écart, puisque le pari c'est victoire de Rennes -1 et c'est coté à 3,90. Ok, mais c'est pour ton pari. On verra si les latéraux ont le droit de dépasser la médiane côté nantais, parce qu'on se rappelle des déclarations de Malouda qui avait expliqué qu'il n'avait pas le droit de dépasser la médiane quand il était latéral en équipe de France, notamment à l'Euro 2008. Donc c'était un bon moment ça aussi. Les paris du CUCH. On va aussi enchaîner avec la Ligue 1 et avec Metz-Bordeaux. Pourquoi Metz-Bordeaux ? Est-ce que tu veux parler de Farid Boulaya ? Non, pourquoi Metz-Bordeaux ? C'est justement la raison pour laquelle je fais ce pari, c'est que j'ai pas envie de regarder Metz-Bordeaux et j'ai pas envie de parler de Metz-Bordeaux. Donc mon pari, c'est le fait que le premier but sera marqué après la 33e minute. Ce qui finalement... Voilà, au début, j'étais sur pas de but en première période, un 0-0 à la mi-temps, et je me dis, bon... Le cut à la 33e, ce qui est quasiment le tiers du match, il y a plus de buts généralement qui sont marqués après qu'avant. Et là, le fait que le premier but soit marqué après, c'est à 2,05. Donc je continue mon boycott des matchs des Girondins de Bordeaux. Je ne veux être informé de Bordeaux que par les coups de gueule de Florent sur le fait que personne n'aille remonter les ballons jusqu'à Ben Arfa et qu'il soit obligé d'aller dans les 30 mètres parce que Adli joue très peu et que du coup, comme Basic se cache à la relance et qu'Otavio ne sait pas faire une passe verticale, la balle n'arrive jamais dans le camp adverse. C'est bien, en fait Florent nous parle tellement de Bordeaux que je pense que je pourrais donner l'échange auprès de supporters bordelais et faire toute une liste tactique du club sans jamais les regarder. T'as oublié un truc, Christophe, c'est la référence à Koundé quand même. Oui, c'est vrai, mais qui doit savoir bien se placer en fait, parce qu'il n'est pas dans l'équipe actuellement, donc il faut savoir le dire en bon moment, quoi. Et puis j'ai pas beaucoup de billes sur Paul Bess, tout ça. Florent est plutôt quand même sur la relance et sur Depréville aussi. Enfin bref. Donc voilà, but après la 33e minute, parce que ces deux équipes sont quand même plutôt réactives pour Metz qui contre bien pour une formation qui n'est plus le véritable numéro 9 et qui joue généralement avec Opahingate qui est plutôt un allié en pointe. Voilà, il y a Boulaya qui crée pas mal de choses. C'est pas une mauvaise équipe, mais c'est quand même une équipe qui attend qu'on vienne la chercher pour piquer en transition plutôt qu'elle ne va créer. Et Bordeaux a quand même du mal à créer quoi que ce soit en dehors de Ben Arfa. Donc
il se peut qu'il y ait des buts, hein, et puis sur ces paris-là, généralement, je tombe un peu à côté. Le fait que sur en plus un match de reprise ça doit être du 6 janvier, si je dis pas de bêtises, que les équipes soient un peu à court de rythme, se regardent un petit peu, et je pense qu'il y aura pas mal de 0-0 à la mi-temps sur ces matchs-là. À 2-0-5, ça me semble extrêmement bien payé de gagner. En gros, ça me rembourserait même un peu plus l'éventuel pari italien que je vais faire ensuite, qui est lui un tout petit peu plus risqué. Ton autre pari, c'est la Serie A, où plein de choses se passent en Serie A, puisque le titre se joue, mais pas du tout avec la Juve pour l'instant. Et tu vas nous parler de Crotone et de l'AS Roma, deux équipes qui ont des jeux plutôt sympas, même si personne n'est capable de citer un joueur de Crotone, à part peut-être des vrais suiveurs de Serie A, que nous ne sommes pas véritablement. Peut-être toi, Christophe, parce que tu connais tous les joueurs d'Europe. Oui, et c'est justement, notamment pour un joueur que je vais parler de Crotone, parce que j'aime beaucoup Junior Messias, qui a une carrière assez amusante, puisque en gros il joue au foot avec ses potes, etc. Il est vraiment arrivé sur le tard, sur du foot professionnel, à grimper les échelons, qui met une jolie... Alors j'ai vu le match face à l'Inter, c'est ça qui me pousse à miser le pari, que je vais d'ailleurs donner tout de suite, tiens, puisque tu m'embêtes là-dessus. Les deux équipes marqueront-elles en première période? Oui, à 3,30. Donc Crotone joue plutôt bien au foot, en tout cas il y a des ambitions, il n'y a pas forcément tous les joueurs pour les réaliser. Je pense que Messias peut nettement viser une équipe de milieu de tableau, voire de 7-8e place de Serie A. Les autres c'est plus compliqué, d'ailleurs son binôme d'attaque c'est Emmanuel Rivière. Donc voilà, je te donne cette information. Il y a pas, ils ont pris 6-2 par l'Inter, là, il faut le noter, ils ont pris 6-2 à Milan. Oui, mais si t'enlèves Lukaku, il y a 2 partout, hein, je pense. Enfin, la fin de match est un peu compliquée, là, franchement, c'était l'un des meilleurs matchs que j'ai vu ce week-end. Crotone, pendant au moins 50 minutes, jouait mieux que l'Inter. Ça tente toujours de relancer au sol, d'ailleurs, il mène au score. Bon, bref, Lukaku, il est injouable sur ce match-là, il est sur les 4 premiers buts, en étant impossible à prendre quand il est dos au jeu, donc c'est un peu embêtant. Et c'est aussi pour ça que je pense que, en gros, je détache pas mal ce pari de la Roma. Pour moi, ça repose beaucoup sur Crotone, qui crée pas mal de choses, parce qu'à la fois Messias est bon à la finition et dans la création, il fait encore une jolie passe D sur ce match-là. Et cette équipe a quand même l'envie d'attaquer, mais malgré tout, elle s'expose tellement, elle est assez light derrière, et puis elle perd des ballons parce qu'elle, comme je le disais, elle relance toujours au sol, elle prend beaucoup de risques. Donc il y a le risque de faire comme Sassuolo face à l'Atalanta, de jamais passer ton milieu de terrain et d'encaisser une avalanche de tirs et pas mal de buts au milieu. Donc je pense que la Roma peut profiter de ça et marquer plusieurs buts, mais que malgré tout, la volonté d'attaquer de Crotone va permettre à cette équipe, qui est lanterne rouge de Serie A, faut le dire, de réussir à marquer en première période également. Très bien. Mais merci pour ton deuxième pari, Christophe. Que peut-on dire pour conclure cet épisode, Florent? Déjà, quand est-ce qu'on revient? Et puis un rappel de Copa Arena. Ouais, on revient semaine prochaine pour un nouvel épisode. On verra si on fait des semaines à 2 épisodes au mois de janvier. C'est possible, mais pas certain. On va avoir nos traditionnels épisodes de reprise avec nos takes sur la deuxième moitié de saison, le jeu du directeur sportif, puisqu'on est quand même en plein mercato, donc il va bien falloir le ressortir à un moment donné. C'est vrai. Donc voilà, il y a tout ça qui va arriver courant janvier, en attendant la reprise des Coupes d'Europe, où on sera sans doute sur des formats où on sera là 2 fois par semaine. Et ensuite, à côté, évidemment, il y a Copa Arena, où nous, on continue les sagas 90, désormais les nouvelles sagas. Après Euro, on s'attaque aux sagas 90, où là on refait le parcours du Nantes 95-96, qui va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions pour affronter la Juventus Turin et s'incliner, où on voit pas mal de choses sympathiques, notamment là, le prochain épisode que l'on va enregistrer, ça va être le quart de finale aller-retour face au Spartak Moscou, avec un immense Nicolas Wedek, qui est, Christophe, assez Lewandowskiesque pour le coup. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'une des performances que j'ai vues de plus haut niveau d'un joueur de club français sur un quart de finale de Ligue des Champions. Et pourtant, j'ai l'impression que personne ne le sait. Même moi, je ne le savais pas avant de voir les matchs. Et pourtant, même sur le PSG récent, sur le Lyon récent, etc., sur un aller-retour, avoir un joueur aussi fort dans la surface et aussi difficile à bouger, ça interroge sur quel était le niveau moyen de Nicolas Wedek et la suite de sa carrière.
Parce que quand t'es capable de faire ça sur plusieurs matchs, parce que Raphaël a vu la demi-finale, il est aussi pas mauvais apparemment, on se demande où est passé ce joueur et est-ce qu'il n'y a pas un univers où il fait une carrière de bien meilleure qualité encore. Et donc voilà, on va se poser toute cette question bientôt sur Copa Arena. Ouais, mais venez parce que c'est ma semaine cette semaine. Il y a eu un papier sur Pochettino et ses Spurs. Là, il y a quelque chose qui va arriver dont je ne révèle pas encore le titre, mais qui parlera de jeux et de beaux jeux notamment. Et puis il y aura un truc sur certains joueurs de Ligue 1 qui apparaissent plutôt bien dans les stats et pourquoi ils apparaissent bien et quelles sont leurs qualités, notamment des jeunes, ce qui nous permettra d'avoir encore plus de billes au moment où on fera notre top 15 des jeunes de Ligue 1 comme chaque année, Florent. On aura vraiment beaucoup d'infos, donc venez sur Copa Arena. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a pas mal de monde déjà. Il y a des codes parrainage qui tournent sur le Discord ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas même à nous mentionner pour en choper un ou filer le vôtre à quelqu'un pour choper des mois gratuits pour créer une belle communauté. Merci messieurs pour ce premier épisode de l'année 2021. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Salut. Également. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.